Permettez-moi tout d'abord de dire quelques mots de l'association de présentation. Strasiran est créé en 2009 avec l'objectif de promouvoir la culture iranienne et le dialogue interculturel. Depuis 2017, l'association a choisi une gouvernance collégiale ainsi qu'une ouverture à la solidarité, notamment via le tourisme équitable en partenariat avec l'association Réagir Ensemble. Plus largement, nous sommes particulièrement sensibles quant au respect de neutralité politique et religieuse de notre association. De même, nous ne sommes pas pour la promotion du communautarisme qui nourrit selon nous un repli sur soi, ainsi, alors que les réalités de nos sociétés nous poussent à construire l'ouverture à l'autre et la différence. Je laisse la parole à Kian qui va nous faire une rapide présentation du programme de la 7e édition de la quinzaine. Merci. Bonsoir tout le monde. Alors la quinzaine culturelle iranienne est une biennale dont la 7e édition aurait dû se dérouler en mars 2021, mais dû à la pandémie, on a dû la décaler à cette année. Ce 7e festival se déroule donc sur 15 jours, durant lesquels nous organisons environ une vingtaine d'événements pour lesquels pas moins de 5000 personnes sont attendues. Nous aurons ainsi des événements très variés, comme 2 concerts de musique métissée avec le groupe Espersan, le samedi 19 mars à 20h30 à l'église Saint-Guillaume. Et le groupe Incredible Mektoub Orchestra, le samedi 26 mars à 20h à la Cité de la musique et de la danse. Également, plusieurs rencontres comme ce soir, avec des invités particulièrement illustres. Ce vendredi, le 18 mars à 18h30 dans la même salle, le célèbre chef d'orchestre, M. Irad Sahaboui, nous parlera de son lien particulier à la musique et à la poésie, illustré par son ouvrage « À la recherche de son et de sens ». Il collabora par ailleurs avec l'Orchestre Philharmonique de Londres, de Téhéran. L'on pourra écouter un choix de certaines de ses œuvres. Le samedi 19 mars, à 16h à l'église Saint-Guillaume et en collaboration avec l'association À Livre Ouvert, le philosophe et professeur M. Reza Mohaddassi prendra la parole pour partager son ouvrage et sa volonté de construire des ponts au-delà des divisions. Son ouvrage se nommant « Les murs qui nous séparent ne montent pas jusqu'au ciel ». La modération et les lectures par Aline Martin et Jean Laurin de l'association À Livre Ouvert. Le vendredi 25 mars à 19h, dans cette grande salle, Madame Leili Anvar nous invitera à découvrir la poésie persane ou de son cœur brûlant d'amour dans le désert du monde. Cette année, la poésie prend une place plus importante dans la programmation de la quinzaine. En effet, une balade poétique est organisée dans les vignes alsaciennes le dimanche 27 mars, où se mêleront des lectures, une dégustation et une découverte des caves. La poésie, une place très importante dans la culture persane. Nous avons l'honneur de vous proposer à Strasbourg, en partenariat cette fois-ci avec 2 associations, À Livre Ouvert, mais aussi l'ACAS, l'Association culturelle des Afghans de Strasbourg, 2 soirées poésie qui se dérouleront à la Péniche Mécanique, le cabaret jazz moderne au centre-ville de Strasbourg, juste en face de la médiathèque André Malraux. La première, le mercredi 23 mars à 19h, où se mêleront des lectures en persan, en allemand et bien sûr en français, autour du thème « Vin, vie et amour » dans la poésie du philosophe et polymathe Omar Khayyam. La seconde, le jeudi 31 mars à 19h30, sur le thème de la culture et de l'amour de la poésie. Nous vous proposerons des lectures diverses des grands auteurs, poètes et philosophes de la langue persane, comme Saadi, Hafez, Furu Farrozad. Quelques autres partenariats, important de les citer tout de même par diversité des lieux à Strasbourg. Le département d'études persanes de l'Université de Strasbourg qui organise le lundi 21 mars à 16h une célébration du Nowruz, le Nowruz qui est le premier jour du printemps et du calendrier persan. Une exposition également à la galerie Brûlé, rue Brûlé, se nommant Les Heures persanes. Une soirée de Nowruz également proposée par l'association Lacas, le samedi 19 mars à l'espace L'Escale. Et pour finir, pour ceux qui désireraient déjeuner ou dîner dans le quartier de la Cruteno en ce mois de mars et découvrir des plats afro-persans, il est possible au Djabirou Café, rue de Zurich, un restaurant afro-péen, de déguster, de découvrir un métissage rare. Merci Kian.
François, monsieur Dessay, vous êtes né en 82. Vous obtenez en 2011 un doctorat en archéologie proche-orientale à l'Université Paris 1 et êtes actuellement chercheur associé à l'Université de Téhéran ainsi qu'au laboratoire CNRS Archéo-Orient de Lyon. Votre domaine de recherche est le Proche-Orient, entre les 4e et 2e millénaires avant Jésus-Christ. Vous êtes généralement actif dans le sud iranien, dans les régions du Fars, Kerman, Hormozgan et Baluchistan, et portez une attention particulière au processus d'urbanisation du plateau iranien ainsi qu'aux paléoécritures développées dans cette région, qu'il s'agisse des écritures proto-élamites, élamites linéaires et géométriques. Dans le cadre de vos recherches, vous parvenez notamment à partir de 2017, même si l'annonce ne sera réalisée qu'en novembre 2020, à déchiffrer l'élamite linéaire, un système connu depuis 1903 et utilisé de 2300 à 1880 avant Jésus-Christ. Vous présidez par ailleurs l'association Ex Oriente Lux, qui a notamment pour objectif le financement et la recherche archéologique au Proche-Orient. Petite précision pour les participants à notre soirée, vous retrouverez l'adresse de cette association Ex Oriente Lux à la page 36 de votre brochure. Nous vous invitons vivement à consulter ce site où vous pourrez, si vous le souhaitez, participer au financement de fouilles qui sont réalisées en Iran et ailleurs. Par exemple, avec moins de 15 000 €, l'association que préside M. Dessay finance 45 jours de fouilles en Iran, ceci avec la participation de 10 chercheurs européens et iraniens, des étudiants de licence, de master, doctorat, ainsi qu'une quinzaine d'ouvriers. Amoureux de l'archéologie, d'histoire ou tout simplement du patrimoine iranien, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Alors le titre de cette conférence, comme nous le voyons, est une nouvelle histoire de l'écriture sur le plateau iranien. Vous placez, Monsieur Dessay, une énergie toute particulière à rétablir le plateau iranien à sa juste place. Vous estimez en effet que le plateau iranien a été jusque-là relégué comme une zone à la périphérie de la civilisation mésopotamienne. Vous défendez l'idée que ce constat s'impose, et nous, à la lumière des dernières découvertes concernant tout d'abord l'apparition de l'écriture entre le 4e et le 2e millénaire avant Jésus-Christ, ainsi que l'écriture élamite linéaire, dont je crois on peut vous qualifier comme un expert, un spécialiste, dont le déchiffrement réalisé par vos soins a été annoncé seulement en fin 2020 et ne sera rendu public qu'en juin 2022. Alors, François, Monsieur Dessay, nous avons le privilège de pouvoir profiter ce soir en avant-première de vos travaux. Je vous remercie et en tant que jeune qui a un jour rêvé d'être archéologue et qui a visité Persépolis, vous faites quelque chose de bien plus grand que beaucoup. Merci monsieur. Merci à toi. Bonsoir à tout le monde. Donc, on va continuer dans les remerciements puisque je dois en faire quelques-uns et c'est avec un très grand plaisir. Je remercie l'association Strassiran, Camran qui a pris contact avec moi maintenant, c'était fin 2020. Donc, j'exprime ma très grande joie, mon très grand honneur de pouvoir vous parler ce soir. Donc, merci à vous tous pour cette organisation et de m'avoir invité. Merci à vous d'être venus pour m'écouter ce soir. Alors, avant de parler de l'écriture sur le plateau iranien, je voudrais un petit peu parler de l'Iran, parler du Proche-Orient, et puis après, dans une troisième partie, on parlera plus de ce sujet vraiment particulier, qui est une nouvelle histoire de l'écriture sur le plateau iranien. Alors, ne vous attendez pas encore à la révélation sur le déchiffrement de l'élamite linéaire, parce que ça ne sera publié qu'en juin 2022 et je me dois de ne rien dire ou de ne pas dire grand-chose jusque-là. Voilà, mais vous inquiétez pas, à partir de juin 2022, il y aura du bruit, a priori. Bon, alors l'Iran, voilà où est situé ce pays. Juste quelques mots sur son histoire à travers quelques époques très importantes. Voilà la carte de l'Iran à l'époque achéménide. Vous voyez, l'Empire, on est dans les années moins 500 à moins 300 avant Jésus-Christ, donc 6e à 4e siècle avant Jésus-Christ, avec un empire qui allait de l'Inde actuelle jusqu'à la Grèce et la Libye actuelle. Alors voilà quelques vestiges, bien sûr, très importants de cette époque-là, comme
la restitution des palais de Persépolis, la terrasse de Persépolis. Et bien sûr, les très beaux bas-reliefs qui ont été découverts là-bas, qui sont visibles à l'heure actuelle au musée archéologique de Téhéran. Et bien sûr, le système d'écriture utilisé alors, donc on est au 5e siècle, 4e siècle avant Jésus-Christ, c'était hier, hein, c'est pas si ancien que ça, l'écriture cunéiforme. Une autre brillante période de l'histoire iranienne, c'est l'époque sassanide. On est dans les années du 3e au 7e siècle après Jésus-Christ, avec un empire, vous voyez, qui est certes plus restreint, mais qui s'étend de l'Irak actuel jusqu'à également au Pakistan et Inde, oui, Pakistan actuel. On a des grandes villes à cette époque-là. Alors ça correspond à la fin de l'Antiquité et au début du Moyen-Âge, hein, en Europe, avec bien sûr des grandes villes comme la ville circulaire d'Ardeshir Vahra. Ça, c'est un site très important de l'Antiquité iranienne. Alors c'est une restitution, hein, c'est pas comme ça, hein. Et bien sûr les très beaux bas-reliefs laissés par les rois sassanides de l'époque, comme Shapur Ier, un archérostam en train de battre les empereurs romains, la très belle vaisselle, argenterie. Et puis le système d'écriture utilisé à cette époque-là, c'est un alphabet araméen modifié qui note la langue moyen-perse, qui est donc l'ancêtre de la langue persane actuelle. Et une autre période brillante également de l'histoire iranienne, c'est l'époque safavide, 16e, 18e siècle. Donc là, on est vraiment dans la période moderne, on va dire. Vous voyez la taille un petit peu de l'empire safavide à cette époque-là, avec les Ottomans à l'ouest et les Ouzbeks au nord-est. Bien sûr, la capitale safavide par excellence, c'est Ispahan. Si vous êtes allé à Ispahan, tant mieux pour vous. Si vous n'y êtes pas allé, eh bien, il faudra y aller un jour. Voilà la place royale, la mosquée d'Imam, avec ses très beaux dômes et cette calligraphie. Et bien sûr, à cette époque-là, quelle était l'écriture qui a été utilisée à ce moment-là? C'est l'alphabet arabe qui est toujours utilisé à l'heure actuelle, mais qui sert à noter la langue persane. Bon, dans la mosquée, c'est généralement des inscriptions en langue arabe, puisque c'est des inscriptions religieuses. Et puis, bon, l'époque Qadjar, passons rapidement. Alors, un petit mot, alors je m'excuse auprès des Iraniens dans la salle, parce que ça va sûrement vous paraître comme une évidence, mais pour d'autres personnes, je tiens également à rappeler que les Iraniens et les populations iraniennes, c'est un petit peu nos lointains cousins. Ce sont des populations de langue indo-européenne, d'accord? Donc là, vous voyez la répartition actuelle des langues indo-européennes dans le monde, et vous voyez bien sûr en bleu la répartition des langues indo-iraniennes. Et donc de ce point de vue-là, on a un contact, des relations d'ordre linguistique qui font qu'on ait des populations apparentées. Alors je passe rapidement sur ces cartes qui vous montrent un petit peu la répartition linguistique en Iran à l'heure actuelle. Voilà. Et puis quelques photos d'Iraniens pour vous montrer la diversité actuelle ethnographique de cette population. On est chez les nomades, on est sûrement chez les Lors ou les Bartiars, je ne sais pas trop. Bon. Ici, eh bien, on est au Baloutchistan, c'est à la frontière. Baloutchistan, c'est une région à cheval entre l'Iran et le Pakistan, donc dans le sud-est de l'Iran. Là, on est près du golfe Persique, on est sûrement à Bandar Abbas. Ce n'est pas un masque religieux, hein, c'est juste une sorte de décoration pour les femmes là-bas. Et là, bien sûr, on est chez les Kurdes, dans l'ouest du pays. Donc, vous voyez une diversité linguistique, ethnographique assez importante, et bien sûr avec les Iraniens des villes, entre guillemets, et ça c'était à Shiraz. Bon, voilà pour ce petit topo en ce qui concerne... Oui, alors, voilà le petit topo en ce qui concerne l'Iran actuel. Alors, maintenant, je voudrais, avant de parler des systèmes d'écriture, je voudrais revenir un petit peu sur le Proche-Orient antique et vous allez comprendre pourquoi c'est une région et une période très importante. Alors, bon, moi, à chaque fois, mon problème, c'est à partir de quand il faut remonter, à partir de quand on commence, parce que ça, il faut le dire, mais ça, il faut le dire aussi, mais si j'ai dit ça, il faut dire ça aussi. Bon, quelques dernières données de la recherche, juste pour votre information. Notre espèce, l'Homo sapiens, on sait maintenant
on la date vers moins 300 000 ans. Donc moins 300 000 en l'état actuel des données. On est au Maroc, on est au Maghreb. Voilà, alors, ça n'a rien à voir avec l'Iran, mais c'est des informations scientifiques, je pense que c'est bien que vous ayez. Et vous voyez très bien la diffusion du peuplement des Homo sapiens sur la planète actuelle, de l'Afrique, l'Eurasie et l'Amérique. Alors maintenant, on avance grandement dans le temps et on est maintenant vers moins 10 000 avant Jésus-Christ. Et c'est à ce moment-là que le Proche-Orient commence réellement à être très 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 important parce que de moins 10 000 à moins 500, cette région du monde est en avance sur le reste de la planète. Notamment, ça commence avec l'agriculture et l'élevage, qui est la révolution fondamentale dans l'histoire humaine. Ça, où est-ce que ça arrive pour la première fois au monde? Eh bien, ça arrive au Proche-Orient, ici. On a notamment la domestication du blé, de l'orge, des légumineuses, vers moins 10 000, moins 9 500, et la domestication des chèvres, des moutons et des vaches, pour la première fois au monde. C'est ce que l'on appelle la révolution néolithique, ou le processus de néolithisation, où on passe de la prédation, une économie de prédation, sûrement avec des petites populations de chasseurs-cueilleurs, à une économie de production. On va produire la nourriture, et bien sûr, ça implique de très grandes conséquences d'ordre démographique, puisqu'on va sûrement avoir des communautés humaines qui vont plus que doubler, tripler, décupler par la production de nourriture. Ça va avoir bien sûr d'importantes répercussions d'ordre social. Bon, et là notamment, vous voyez très bien ici l'Anatolie, c'est la Turquie, hein, donc le Irak, Iran sont par là. Et ce qui est très intéressant, on voit très bien la diffusion de cette vague néolithique vers l'Europe. Donc la néolithisation européenne est une excroissance directe de ce qui s'est passé au Proche-Orient vers moins 10 000, moins 9 000. Alors voilà là, la carte, la toute dernière carte qui vous montre, ça c'est les résultats d'autres collègues, hein. Ce n'est pas moi qui ai fait ça bien sûr, hein. C'est d'autres collègues qui sont occupés de ça, ceux qui travaillent en Europe. Et vous voyez, alors je vous dis ça parce que généralement les gens n'ont pas très conscience de ça, mais vous voyez que vous avez les dates hein, avant Jésus-Christ, vous voyez très bien la manière dont s'est passée cette diffusion de l'agriculture et de l'élevage. On est vers moins 9 000, moins 8 000 ici au Proche-Orient, moins 6 500 ouest de la Turquie, Grèce, et puis moins 6 000 Italie, 6e millénaire la France, et bien sûr les îles et le nord de l'Europe seront néolithisés en dernier. Alors, c'est pour ça que c'est toujours c'est un petit peu dangereux, parce que quand on parle de période néolithique en Iran, on est vers moins 9 000, moins 8 000. Lorsqu'on parle de période néolithique en France, on est vers moins 6 000, moins 5 000. Alors à chaque fois, il y a des problèmes sur de quelle période on parle exactement. Bon, en tout cas, voilà, retenez cette carte, et c'est une révolution quand même fondamentale, hein, l'agriculture et l'élevage. L'écriture, l'urbanisation sont je pense, des répercussions directes de ça. Ah, c'était mieux quand j'étais à ça, très bien. Bon, et voilà, bien sûr, la diffusion qui s'est faite vers l'Europe et également vers le Pakistan, Inde et l'Asie centrale. Alors, avant de parler de l'Iran, on va parler, maintenant on est au 4e millénaire. Alors, pourquoi le Proche-Orient c'est très important? Agriculture, élevage, première métallurgie au monde, plus ancienne métallurgie au monde, métallurgie du cuivre, 7e, 6e millénaire. Et puis, le 4e millénaire avant Jésus-Christ, je trouve, de mon point de vue, là il se passe quelque chose de fondamentalement, où on va basculer dans une nouvelle ère. C'est l'apparition des premières villes, et l'apparition de l'écriture, quasiment de manière conjointe. Les premières villes au monde et les premiers systèmes d'écriture au monde. Bon. Alors, officiellement, la plus ancienne ville au monde, c'est Uruk. On n'est pas en Iran, on est dans la plaine mésopotamienne. D'accord? Uruk au 4e millénaire. Alors, ça a été fouillé par les Allemands à partir des années 1930. C'est un site monstrueux de 250 hectares, bon, énorme à cette époque-là, fin 4e millénaire, où notamment en plein cœur de la ville va être construit un important centre, alors on ne sait pas trop à quoi il sert, palatial, de réception, religieux. Bon, en tout cas, vu la taille des bâtiments, manifestement, il y a plusieurs milliers d'ouvriers qui ont dû participer à la construction, ce qui montre le pouvoir des gens qui contrôlaient cette ville à ce moment-là. Et voilà,
je ne vais pas trop parler de ça, hein, ce n'est pas le sujet, mais je voulais vous en dire quelques mots. Uruk. Et voilà, on a la décoration architecturale très intéressante, et puis bien sûr de nombreux éléments sculptés, comme le très fameux vase d'Uruk qui montre très probablement une cérémonie où on vient offrir des offrandes à la déesse d'Uruk, Inanna. Et bien sûr des éléments sculptés où on a peut-être des représentations de ce qu'on appelle le roi prêtre, celui qui dirigeait la ville, la cité-état d'Uruk à la fin du 4e millénaire avant Jésus-Christ. Et bien sûr, parmi les éléments importants de cette culture urukienne, civilisation urukienne, hein, c'est le 4e millénaire avant Jésus-Christ en Irak, on a des seaux cylindres, donc des seaux qui servent à sceller des documents. Sur la gauche, vous voyez des motifs, je vous ai montré des motifs. Et vous voyez cette tablette, c'est donc l'apparition en Irak, ou en Mésopotamie, comme vous voulez, vers 3300 avant Jésus-Christ, de l'écriture proto-cunéiforme, qui évoluera au 3e millénaire vers ce que l'on appelle l'écriture cunéiforme. C'est la même chose, hein, proto-cunéiforme, cunéiforme. Voilà, là je vous montre notamment une image, deux images de ces tablettes proto-cunéiformes. C'est essentiellement des documents d'ordre comptable. Ne vous attendez pas du tout à de la poésie, à de l'histoire, c'est des textes du genre François donne à Camran 10 ânes. C'est ça. Donc on a des noms propres, on a des objets qui sont dénombrés et on a des notations numérales. Par exemple, ici sur la tablette de droite, tout ce qui est cercle noir et les petits points noirs et les petites encoches, c'est des notations numérales. Donc les 2/3 des tablettes, en fait, présentent des notations numérales, qui vous montrent l'origine de l'écriture, c'est par la comptabilité, en fait. Bon. Alors, maintenant, on va s'orienter vers l'Iran. Je pense que l'histoire du plateau iranien peut être envisagée selon 2 grands cycles d'urbanisation. Le premier, 10e millénaire avant Jésus-Christ, donc la néolithisation jusqu'au 2e millénaire avant Jésus-Christ, et du 2e millénaire avant Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui. Alors pourquoi 2e millénaire avant Jésus-Christ? 2e millénaire avant Jésus-Christ, il se passe quelque chose, il y a un effondrement urbain, et où toute cette brillante civilisation de l'âge du bronze, civilisation du 3e millénaire, s'effondre. D'accord? Bon, le premier cycle, comme je vous le disais, est caractérisé par la sédentarisation, l'agriculture, l'élevage, et l'apogée de ce premier cycle, c'est donc le fin 4e, début 2e millénaire, 3e millénaire, correspond à l'apogée, à l'apparition des villes, le commerce à grande distance, l'écriture, l'art et les premiers États. Alors attendez, avant que je vous montre un petit peu les sites. Alors, vous avez un Proche-Orient où, bien sûr, toutes ces régions sont interpénétrées. Vous avez, par exemple, juste quelques mots sur le commerce à longue distance. On sait que le lapis-lazuli vient d'Afghanistan. Et on va trouver des objets en lapis-lazuli en Iran, en Mésopotamie et jusqu'en Égypte. Donc, on est à un moment donné où, bien sûr, le commerce, les échanges sont à leur apogée. Le golfe Persique joue très probablement un important rôle en tant qu'autoroute commerciale, hein, à ce moment-là. Alors, nous, en Iran, au 3e millénaire, on a des noms d'États et de villes. Alors, bon, je pense que la plupart des Iraniens, vous connaissez la ville de Suse. Voilà, je vous montrerai. Alors, le nom antique de Suse, c'est Souchen. On a le site d'Anzan, également près de... Alors, Persépolis n'existe pas encore. Persépolis, c'est un site tout récent. C'est l'époque achéménide, c'est le 6e siècle avant Jésus-Christ. Là, on est au 3e millénaire avant Jésus-Christ. Bon. Marashi. Marashi, ça correspond à Jiroft. J'en parlerai la semaine prochaine, hein, de cette civilisation de Jiroft. Awan, on ne sait pas trop où le mettre, donc bon, on le met là pour l'instant. Et moi, néanmoins, j'essaie de promouvoir... Alors, je ne vais pas dire un nouveau terme, ce n'est pas un nouveau terme, il existe depuis plus de 4500 ans ce terme-là. Mais c'est un terme, voilà, Hatamti. J'essaie de promouvoir ce terme-là parce que vous avez sûrement entendu parler de la civilisation élamite. Élam, ça vous dit quelque chose? E-L-A-M, Élam. Alors moi, je milite contre cette notion d'élam et j'essaie de promouvoir la notion de Hatamti. Pourquoi? Élam, c'est une notion toponymique, géographique mésopotamienne. C'est-à-dire que c'est la manière dont les Mésopotamiens, les gens qui habitent en Irak,
considèrent le plateau iranien. Et ils englobent toute la complexité du plateau iranien dans un seul terme géographique. Alors que c'est beaucoup plus compliqué. Juste pour que vous puissiez comprendre, c'est lorsque les colons européens sont arrivés en Amérique et ils ont dit les Indiens. Alors qu'en fait, les Indiens, ils ne se reconnaissent pas comme Indiens, ils se reconnaissent comme Apache, Pawnee, Cherokee, Navarro. Donc toute la complexité a été simplifiée avec ce terme d'Indien. C'est pour ça que moi, j'essaie de détruire cette notion d'élam. Elle est dangereuse, elle n'a de valeur que si on s'intéresse au regard porté par les Mésopotamiens sur les régions autour. Il faudrait mieux parler de Hatamti. D'autant plus que, grâce au déchiffrement de l'élamite linéaire, j'ai jamais trouvé Elam dans les textes en élamite linéaire. J'ai trouvé Hatamti par contre. Voilà donc pour les Iraniens présents dans la salle, voilà l'ancien nom de l'Iran écrit dans son système d'écriture il y a 4500 ans. Voilà, en 4 signes. Ha-ta-m-ti. Bon, et puis on a d'autres noms de territoires tout autour, Dilmun, Magan, Meloucha, je ne vais pas trop en parler. Alors, je vais vous présenter 3 sites importants de l'âge du bronze sur le plateau iranien, Suse, Anzan ou Talemalian, et alors Jiroft, j'en parle pas trop ce soir, je vous en parlerai la semaine prochaine. Alors Suse ou Souchen, voilà, très grand site de l'antiquité iranienne, on n'est pas très loin de la frontière irakienne. J'en parle pas trop, voilà une image aérienne et le plan. Alors aussi, peut-être vous n'êtes pas au courant, mais la France a joué un rôle très important dans l'archéologie iranienne. D'après vous, où est le principal musée d'archéologie iranienne au monde? À Paris, c'est le Louvre. On a eu le monopole des fouilles en Iran. Alors les Anglais ont eu le monopole du pétrole, nous on a eu le monopole de l'archéologie, voilà. Jusqu'en 1928. Et beaucoup des objets qui ont été trouvés à Suse sont au Louvre. Je vous invite fortement à aller dans le département des antiquités orientales et il y a notamment d'incroyables salles qui concernent l'archéologie iranienne. Bon, alors ça vient notamment de Suse. Autre site très important dans la plaine de Marvdasht, donc c'est pas trop loin de Persépolis. Alors ça, c'est un site qui est super important, mais généralement qui est complètement ignoré, passé sous silence. Le nom actuel, c'est Talimalian, mais le nom antique, c'est Anzan ou Anshan, fouillé par les Américains dans les années 70. Vous voyez, très important site avec les remparts qui remontent à la fin 4e millénaire, occupé de moins 3300 à moins 1500 avant Jésus-Christ. Voilà une vue actuelle. Bon, j'en parle pas trop. Et puis le Halil Roud ou Jiroft, donc j'en parlerai plus la semaine prochaine, où en fait on a une vallée de 50 km de long, bourrée de sites. C'est incroyable. Il reste, moi je pense, je suis persuadé qu'après 20 ans de travaux là-bas, on ne connaît que 5% de ce qu'il y a à connaître, quoi. Bon, j'en parle pas trop, mais où on a donc une importante civilisation, donc bien sûr liée à la rivière locale, avec d'énormes sites. Alors les sites, notamment en Iran et au Proche-Orient, c'est d'énormes tas de terre. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais c'est dû aux constructions en briques crues. Ça s'appelle des tels en Irak et en Iran on parle de TP. Et vous voyez, on a d'énormes buttes de terre qui peuvent faire 30 à 40 mètres de haut. C'est pas naturel, c'est artificiel. Regardez, beau site. Et puis, bien sûr, à Jiroft, on a... bon, revenez la semaine prochaine, vous en saurez plus. Voilà. Bon, allez, maintenant, une fois ce topo fait sur l'Iran, le Proche-Orient antique, maintenant, on va parler plus précisément de l'écriture. Et comme je vous l'ai dit, le Proche-Orient, c'est vraiment une région très importante à ce niveau-là, parce que c'est là qu'apparaît l'écriture pour la première fois au monde, vers 3300 avant Jésus-Christ, donc il y a plus de 5000 ans. Alors, quelques cartes avant de commencer. Quelques cartes. Alors, désolé, toutes les couleurs un petit peu claires ne sont pas très visibles, mais là, vous reconnaissez la France. Bon. Et notamment, généralement, quand on parle de l'invention de l'écriture, on nous parle de la Mésopotamie, 3400, l'Égypte, 3400, la vallée de l'Indus, la Chine, alors l'Égée, la Mésoamérique. Une autre carte, les hiéroglyphes égyptiens, 3300, cuneiforme 3300, la Chine 1500, les Mayas 300 avant Jésus-Christ.
Une autre carte, les Sumériens, les Égyptiens. Bon, quel est le point commun de toutes ces cartes? Où est l'Iran? On ne mentionne jamais l'Iran. C'est incroyable. Bon, moi je suis le premier étonné. Alors c'est un petit peu mon choix. Alors, je tiens à dire que je ne fais pas ça par nationalisme iranien échevelé. Hein, c'est pas ça. J'essaie juste d'un point de vue scientifique de rétablir certains faits qui correspondent le plus à la réalité. Et voilà, l'Iran avec la Mésopotamie et l'Égypte, ce sont les 3 régions du monde où est apparue l'écriture à la fin du 4e millénaire avant Jésus-Christ. Et c'est bien dommage que l'Iran est quasiment de manière systématique, passe à la trappe. Alors voilà notamment ce qu'on peut trouver sur Wikipédia. Hein. Alors Wikipédia, il y a des mauvais côtés, mais il y a des très très bons côtés, généralement. Qu'est-ce qu'on trouve sur l'origine de l'écriture? Eh bien, c'est apparu fin 4e millénaire, et ça vient de Sumer. Donc ça vient du sud de l'Irak. Comme d'hab, l'Iran est passé sous silence. Et notamment la plus ancienne écriture iranienne, le proto-élamite, eh bien, normalement, on dit que c'est une excroissance, la fille du proto-cuneiforme mésopotamien. Alors que moi, maintenant, ça fait plus de 10 ans que je dis, c'est pas la fille, c'est la sœur. Elles sont contemporaines. Voilà, autre diagramme qui montre un petit peu comment on peut représenter l'origine de l'écriture, toujours selon ce point de vue mésopotamo-centré, qui me vaut pas mal de problèmes, notamment avec des collègues qui travaillent sur la Mésopotamie. Le proto-cuneiforme en premier, les hiéroglyphes égyptiens en deuxième, et le proto-élamite iranien en troisième. Bon, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Tout ça apparaît en même temps. Et regardez, alors j'ai tiré ça de Wikipédia il n'y a pas très longtemps. Hein. Voilà comment est présenté généralement. Alors c'est juste pour montrer un petit peu la vision généralement acceptée à l'heure actuelle du développement de l'écriture, où on a en haut la Mésopotamie qui rayonne sur l'Égypte et sur, alors ce qui est appelé l'élam, sur l'Iran. Bon, ben, je ne suis pas d'accord, voilà. Et donc ça, premier point 1, non. Le proto-élamite, l'écriture dite proto-élamite, n'est pas la fille du proto-cuneiforme mésopotamien, elles sont sœurs. Et 2, regardez, proto-élamite et élamite linéaire, généralement on présente ça comme 2 systèmes d'écriture indépendants. Eh bien là encore, non, je pense que ça n'est pas le cas. Ce n'est pas 2 systèmes d'écriture indépendants, c'est un seul système d'écriture à 2 moments différents de son histoire. Donc je vais parler de ça notamment ce soir, je vais me concentrer sur le proto-élamite et l'élamite linéaire. Tout ça pour vous... Alors, le proto-élamite, généralement, est daté de 3300 à 3000 avant Jésus-Christ, et l'élamite linéaire de 2300 à 1880 avant Jésus-Christ. Donc, il y a une zone molle au milieu. Mais je pense qu'elle peut être comblée. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il y a une tradition continue de l'écriture en Iran de moins 3300 à moins 1880. On va en parler. Bon ben voilà c'est exactement ce que j'étais en train de dire. Alors, faites pas trop attention parce que j'essaie de changer, j'essaie de changer tous les termes aussi parce que j'essaie de tout nettoyer et de ne plus utiliser le mot élam. J'essaie de proposer, parce que je vous ai dit, le mot élam, le terme d'élam, c'est pas bien, ça ne correspond pas à la réalité. C'est pour ça que je parle d'écriture proto-iranienne ancienne, proto-iranienne moyenne et proto-iranienne récente. Donc l'élamite linéaire, pour moi, c'est l'écriture proto-iranienne récente, la phase récente. Et donc voilà ce que je propose. Proto-cuneiforme et proto-élamite, ou écriture proto-iranienne ancienne, sont sœurs, et on a une tradition continue de l'écriture en Iran, en parallèle avec la Mésopotamie. Bon, donc je vais vous faire mon petit topo en 5 phases. Avant l'apparition de l'écriture, les tablettes numérales, l'apparition de l'écriture, donc le proto-élamite ou l'écriture proto-iranienne ancienne, la phase intermédiaire un peu molle qui pose pas mal de problèmes, la phase de l'écriture proto-iranienne moyenne, la phase de l'écriture proto-iranienne récente, dont je suis parvenu au déchiffrement il n'y a pas très longtemps, et puis qu'est-ce qu'il y a après? Alors, on est avant l'apparition de l'écriture,
à proprement parler. On est vers 3500, 3000 avant Jésus-Christ. Regardez la répartition, ça va de la Syrie jusque dans le nord du plateau iranien. Et dans ce territoire-là, on a ces textes-là, ces tablettes-là. Bon, petite tablette d'argile. Et en fait, alors bon, je vous montre un petit peu d'autres, je vais vous montrer, je vais vous expliquer à quoi ça sert. C'est des documents sur lesquels il y a juste une information d'ordre numéral qui est écrite. Alors, regardez, un exemple d'une table. Alors, on a à cette époque-là 3 systèmes numéraux qui sont utilisés. Système bisexagésimal, sexagésimal, ça c'est sûrement pour dénombrer. Alors ça c'est quelque chose qui pose souvent problème, mais selon l'objet qui est compté, on va utiliser un système numéral particulier. Par exemple, si on compte des moutons, on va utiliser le système sexagésimal. Si on veut compter quelque chose en volume ou en poids, comme des céréales, comme des liquides, on va utiliser un autre système numéral. Bon, je ne rentre pas trop dans les détails. Regardez cette tablette-là. Et là, cette tablette, voilà comment on la comprend. Elle est notée avec le système sexagésimal. On a un signe qui note 600. On a 9 signes qui notent 60. 4 signes qui notent 10. 5 signes qui notent 1. C'est un système numéral additionnel où on additionne les éléments. Et on a donc 1185. Bon, alors vous allez me dire 1185 quoi? Ben, je ne sais pas. Voilà, on ne sait pas. Là, c'est sûrement une information qui était d'ordre contextuel. Pour eux, ça devait être clair. Pour nous, ça ne l'est pas. Et c'est notamment l'apparition de l'écriture à proprement parler va répondre à ces questions. De quoi on parle? On va commencer à noter les objets qui sont dénombrés et les personnes qui sont impliquées dans ces transactions. Et là, on a un réel passage à l'écriture. C'est à partir du moment où on a des signes qui commencent à noter autre chose que des informations numérales. Et ça apparaît peu de temps après, vers 3300 avant Jésus-Christ. Et donc, comme je vous le disais, de manière contemporaine, en Mésopotamie, donc les tablettes proto-cuniformes, et en Iran, les tablettes donc dites proto-élamites ou proto-iraniennes anciennes. D'accord? Et on a vraiment 2 traditions qui prennent forme, donc qui sont sœurs, mais qui vont diverger. Une en Mésopotamie, une en Iran. Et vous voyez tout de suite que la tradition iranienne est utilisée sur une aire géographique beaucoup plus importante que la plaine mésopotamienne. Parce que ça va de Suse jusqu'à la frontière afghane, à Chari-Sorté. Bon. Voilà, les tablettes proto-élamites ou proto-iraniennes anciennes, 3300-3000 avant Jésus-Christ. Alors, quelques exemples. On en connaît 1700, on a 1700 tablettes. Et sur les 1700 tablettes, 1600 tablettes sont conservées où? Au Louvre, à Paris. Donc la plus importante collection de tablettes proto-élamites au monde, c'est à Paris. Bon, voilà, quelques tablettes. Alors j'en parle pas trop, je donnerai une conférence à Nancy là-dessus. Mais donc là, c'est les plus anciens documents écrits au monde, avec les proto-cunéiformes mésopotamiens et les hiéroglyphes égyptiens. Voilà, un autre exemple de tablette. Bon. Généralement, ça marche. Alors, bon, je rentre un petit peu dans les détails. On ne comprend pas encore tout. Donc là, en ce moment, c'est ce sur quoi je suis en train de travailler. Voilà, j'essaie de briser complètement le code de ces tablettes-là. Donc, j'en parle pas trop. Je ne vais pas trop m'avancer. Je vais attendre d'obtenir des résultats concrets avant de parler vraiment de ce sujet-là. Mais généralement, ça marche en 3 parties. Il y a une introduction, puis une série d'entrées, et puis un total au revers. L'introduction, on n'y a rien à dire, on ne sait pas ce que ça veut dire en vert, donc laissez tomber. Les entrées, là regardez, sur cette tablette, il y a 7 entrées. 1 qui va de là jusque là, 2 qui va jusque là, 3 qui va jusque là, 4, 5, 6 et 7. Chacune des entrées fonctionne comme ça. Tout d'abord, il y a une notation non numérale. C'est-à-dire, il y a autre chose que des nombres qui sont notés. Généralement, on ne sait pas ce que ça veut dire. Moi, voilà, je travaille là-dessus en soi. Après, qui est suivi par une notation numérale. Sur cette tablette, c'est très simple. Les petites encoches, ça vaut 1. Les petits ronds, ça vaut 10. Et les sortes de nœuds papillons, là, ça vaut 100. On a la plus ancienne attestation du système décimal au monde.
c'est dans les tablettes proto-élamites, en Iran. Ils n'utilisent pas le système décimal en Mésopotamie. Il n'est attesté qu'en Iran, dans les tablettes proto-élamites. Alors regardez, là on a par exemple 9 ronds et 4 encoches, 94, 6 ronds et 9 encoches, 69, 100, 47, 44, 50, 100, 10, 2, 112, 70, 5, 75. Et au revers, on a bien, alors on a sûrement l'objet qui est dénombré, qui est noté uniquement dans la première entrée, très probablement l'esclave masculin, homme, les hommes de bas statut. Donc là, on a sûrement 7 équipes d'esclaves en fait, hein, et avec le total 591 qui correspond bien au total des 7 équipes. Donc vous voyez, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on comprend des choses quand même dans ces tablettes proto-élamites, notamment tout ce qui est les systèmes numéraux, mais il y a encore toutes les parties en orangé, là notamment, ce sur quoi je travaille, et bien sûr les introductions, mais les introductions, je suis très, très pessimiste, sur lesquelles il reste encore il reste du boulot. Bon, voilà pour l'écriture proto-élamite, ou l'écriture proto-iranienne ancienne. Après, de 3000 à 2300, on a une période un petit peu complexe, compliquée, on n'a quasiment plus aucun document écrit. Et c'est pour ça que beaucoup disent que le proto-élamite et l'élamite linéaire sont deux systèmes d'écriture distincts et différents. Alors moi, pour diverses raisons, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, je dis non, c'est le même. Et c'est pour ça qu'il y a donc sûrement quelque chose entre les deux, une phase moyenne. Alors que l'écriture proto-élamite est utilisée sur cette région-là, au 3e millénaire, qu'est-ce qui va se passer? Cette région-là va être abandonnée. Il n'y a plus aucun site. Toute la région de Kachan, Téhéran, Razvin, il n'y a plus rien. Donc circuler, il n'y a rien à voir. Le Fars, également, s'effondre. On n'a plus aucun site au milieu du 3e millénaire. Donc ce qui est très intéressant, c'est que dans l'ère géographique où il y avait des tablettes proto-élamites qui étaient utilisées, eh bien, il ne va rester que la Susiane, le sud-ouest de l'Iran, et la région de Kerman, avec la situation de Jiroft. Et c'est là que l'écriture va être maintenue, va continuer à être utilisée, et c'est ça qui est en partie responsable de la création d'une tradition occidentale et une tradition orientale. Donc ça, j'ai pu le voir lors du déchiffrement, 90% des signes en élamite linéaire, donc la phase récente, à Suse ou à Jiroft sont similaires, mais on a 10% de signes qui sont différents. Il y a des différences graphiques, des variations graphiques. Voilà, c'est un phénomène de différenciation assez intéressant à noter entre une variation occidentale et une variation orientale. Bon. Alors voilà, l'écriture continue à être utilisée. Alors j'ai été beaucoup critiqué sur ce fait-là, le fait de dire que c'est... là, j'ai l'air de vous le présenter comme quelque chose qui va de soi, mais pour beaucoup de personnes, ça ne va pas de soi et il va falloir que je convainque vraiment les gens à ce sujet-là. Donc il y a une continuité qui n'est pas très bien comprise. Donc j'en parle pas trop. Et donc on arrive fin 3e, début 2e millénaire avant Jésus-Christ, donc 2300-1880 avant Jésus-Christ. Donc on a l'écriture iranienne qui est donc l'écriture iranienne récente, la phase récente, voilà, qui est utilisée là et là. On a le cuneiforme mésopotamien qui va commencer à se diffuser vers 2500 dans le nord de la Syrie. Et puis, la première incursion du cuneiforme dans l'Iran actuel, c'est à Suse. Suse va être prise par les rois d'Akkad vers 2250-2300. Et c'est à ce moment-là que le cuneiforme commence à être diffusé en Iran. Et puis, on a aussi, mais ça, j'en parlerai tout à l'heure. Alors, on a aussi à ce moment-là un autre système d'écriture, c'est juste un petit détail, un autre système d'écriture pas déchiffré, utilisé dans la vallée de l'Indus, c'est le Pakistan et l'Inde à l'heure actuelle. Voilà, vous avez peut-être déjà vu ça, c'est vraiment très beau, très joli, c'est les sceaux de la civilisation de l'Indus. La civilisation de l'Indus, c'est 2600, 1900, 1850 avant Jésus-Christ, c'est pas déchiffré. Voilà, on trouve ça essentiellement dans cette région-là. Et le problème, c'est qu'on a plein d'inscriptions, mais des inscriptions super courtes. Vous voyez, à chaque fois, c'est des inscriptions de 6, 7, 10 signes. Et tant qu'on n'aura pas un vrai texte, je pense qu'on n'arrivera à rien avec ces inscriptions de la civilisation de l'Indus. Bon, alors laissons tomber la civilisation de l'Indus. On a également, avant de parler de l'élamite linéaire, quelque chose de très étonnant à Jiroft. On a trouvé à Jiroft en 2006 un autre système d'écriture qui s'appelle, j'ai appelé l'écriture géométrique.
parce qu'à cause de la forme des tablettes. Donc voilà, j'étais présent, c'est ça, moi j'étais présent lors de la fouille et c'est ça qui m'a dit, mais waouh, mais c'est incroyable, on fouille en Iran depuis le 19e siècle et bam, en 2006, nouveau système d'écriture découvert. Tout ça pour vous dire le potentiel de découverte encore à faire. Là, ce que je dis, je pense que dans 50 ans, les gens rigoleront de ce que je suis en train de dire ce soir. François Dessay, il n'avait rien compris, il ne savait rien. Parce que je crois qu'il y a un potentiel de progression et de découverte encore exceptionnel. Bon, alors voilà, quelques photos de la fouille. Pourquoi je montre des photos de la fouille? On a été accusé d'avoir fait des faux. Si vous tapotez sur Internet, on a été accusé d'avoir produit des faux. Quand même, ça c'est la pire des accusations en archéologie. Pour ça, je montre, partout où je vais, je montre les photos de la fouille. Voilà, l'étudiante qui était responsable, et regardez, elle est en train de montrer une des 3 tablettes. Tout le monde était là, on prenait des photos, hop hop hop, vous voyez la fouille. Vous voyez, c'est pas du pipeau, c'est pas des faux. Et voilà, la tablette en cours de fouille. Voilà. Bon, alors, je ne parle pas trop de ça, mais juste quelques informations là-dessus. Voilà la principale des tablettes. Alors, moi, c'est par ces textes-là que je me suis intéressé aux écritures iraniennes, donc en 2006. Et notamment, en regardant cette tablette, je me suis rendu compte qu'il y avait 2 signes qui n'apparaissaient que 2 fois. Donc la banane et l'ovale. Après, je me suis rendu compte que les séquences de signes notées entre l'ovale, entre la banane et l'ovale, ici, et la banane et l'ovale ici, étaient la même, mais pas écrites dans le même sens. Ça va? Bon, là, je me suis dit, ah là, il y a un truc intéressant là quand même. Bon. Et puis en fait, je me suis rendu compte que cette tablette fonctionne selon, alors je vais tout de suite aller à l'essentiel, en boustrophédon. C'est-à-dire que de là jusque là, jusqu'à ce signe-là, eh bien c'est exactement répété de là jusque là, et du triangle ici jusqu'à l'ovale ici. Vous pouvez vérifier que je ne dis pas de bêtises, c'est exactement répété de là jusqu'à là. Donc on a des tablettes sûrement notées ce qu'on appelle en boustrophédon, alors c'est un terme grec qui veut dire le sillon de la charrue, où donc le sens de lecture change à chaque ligne. Droite, gauche, gauche, droite, droite, gauche. Bon voilà, je passe les détails. Donc ça, je ne sais pas ce qu'il y a écrit. J'ai que 3 textes. Avec 3 textes, j'irai pas loin. Bon, en tout cas, je peux vous dire qu'elles sont sûrement notées en boustrophédon avec d'importantes répétitions de séquences de signes. Voilà. Bon, à part ça, il faudrait trouver plus de textes. Bon, alors regardez, là on était vers 3000, proto-cuniforme, proto-élamite. Proto-élamite disparaît. Diffusion du cuniforme en Syrie, je vous l'ai dit, vers 2500. Vers 2250, le cuniforme est utilisé ici également à Suse. On a fin 3e millénaire, donc l'écriture de l'Indus en jaune, l'écriture géométrique à Girofte, et puis, alors voilà, maintenant on va parler de ça, en bleu, l'élamite linéaire, ou cette phase récente de l'écriture proto-iranienne, 2300-1880 avant Jésus-Christ. Voilà. Alors, ça a été découvert sur plusieurs sites, à Suse, bien sûr, à Shahadad, Konar Sandal, c'est Girofte, dans la région de Marvdasht. Marvdasht, c'est là où il y a Persépolis. Et puis, pas très loin de Marvdasht, la région de Kamfirouz. Alors, à l'heure actuelle, je devrais changer, on a 43 textes. J'ai reçu cette semaine un nouveau texte. Donc, on a 44 textes. Voilà. Ça, c'est le problème, c'est qu'il y a des fouilles illégales. Bon, fouilles illégales, ça veut dire des pillages. Voilà. Des pillages tout le temps, et il y a des nouveaux textes malheureusement qui sortent. Donc cette semaine, j'ai reçu un nouveau texte. Voilà, on est à 44 textes. Bon. Alors, elles viennent de Suse, 19 textes, de Girov, 4 textes, Shahadad, 1 texte, Marvdasht, 1 inscription, Kamfirouz, 8 textes, et donc 10 inscriptions, donc maintenant 11 inscriptions sans provenance. Alors, je n'ai que 44 textes en élamite linéaire, c'est rien. Vous comparez ça avec la centaine de milliers de tablettes en cuniforme que l'on a en Mésopotamie,
je ne sais pas combien de milliers de textes en hiéroglyphes ils ont en Égypte. Moi, là, le déchiffrement, je parle de 45 textes. C'est rien. Mais en 2000, on ne connaissait que 20 textes. En 2022, on en connaît 45. Vous voyez, en moins de 20 ans, on a doublé le nombre de textes. Alors maintenant, avec la publication du déchiffrement en juin, parce que j'ai vu des faux, il y a des faux. Alors maintenant, les faux, étant donné que je peux lire ce qui est écrit, je les repère très facilement, les faux. Mais à partir du moment où je vais publier la clé, en juin, il y aura des bons faux qui vont commencer à sortir, forcément. Bon. Alors voilà, ces textes en élamite linéaire. Alors, encore une fois, ça c'est au Louvre. Si vous voulez aller jeter un coup d'œil, vous pourrez les voir. On a aussi sur des inscriptions sur pierre, sur argile, sur des vases en argent, qui ont été très 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 importantes, ces inscriptions. Et on a un petit sceau également avec trois signes. Alors voilà, quelques images de cette importante collection de vases en argent qui ont permis le déchiffrement réellement. C'est une collection. Alors malheureusement, ça ne vient pas de fouilles régulières. Voilà. La collection Maboubian à Londres. Donc sur ces vases en argent, c'est écrit sur 3 lignes de droite à gauche. Ça vous permet de voir ces signes-là en élamite linéaire. Voilà un autre texte. Donc ce roi-là, eh bien son nom est écrit ici. Itatu, c'est Itatu Ier. Il a régné vers 1950 avant Jésus-Christ. Alors c'est pas publié, mais je vous le dis, vous ne répétez pas. Itatu. Itatu. On le connaissait avant, il était connu. Voilà. 1970 avant Jésus-Christ, début 2e millénaire. Autre texte, également écrit par Itatu Ier, qui est mentionné au tout début. Bon. Voilà, juste pour que vous puissiez voir ces signes, graphiquement, je trouve que c'est bon, ça n'a rien à voir, là c'est juste une question d'appréciation personnelle, ça vraiment, d'un point de vue graphique, je trouve que ça a vraiment de la gueule, désolé de le dire comme ça. C'est vraiment très beau, c'est très abstrait, il n'y a pas de signe pictographique, c'est vraiment un système. Ça ressemble bien sûr pas du tout au cunéiforme, pas du tout au hiéroglyphe égyptien, c'est autre chose. C'est autre chose. Bon. Voilà. Alors, je vais parler un petit peu de la manière dont j'ai fait le déchiffrement. Alors, je voudrais juste, désolé pour les diapos en anglais, mais je vous le dis en français. Comment on fait géant les déchiffrements, et je vais parler du déchiffrement des hiéroglyphes égyptiens par Champollion pour que vous puissiez comprendre un petit peu la méthode. Alors, tous les déchiffrements fonctionnent de la même manière. Ce n'est pas de la magie. Je n'ai pas eu une révélation. Alors, il y a un déclic, mais ce n'est pas une révélation. C'est du connu vers l'inconnu. Toujours, il faut se baser sur une base connue. Et de la base connue, on va vers le non connu. Et à partir du moment où le non connu devient connu, ça devient une nouvelle base de connu vers laquelle on pourra aller vers plus loin. Bon. Alors, pour les déchiffrements, il faut toujours se poser 3 questions. Ces textes-là, dans les systèmes d'écriture, alors attention, première notion très importante, bien distinguer écriture et langue. Ça, c'est depuis 2020, maintenant que j'en parle avec les gens, je me rends compte que c'est une erreur classique. On confond très fréquemment écriture, système d'écriture et langue. En France, à l'heure actuelle, on parle un dérivé de la langue latine, le français, qui est noté avec l'alphabet latin. On pourrait noter la langue française avec l'alphabet arabe. On pourrait noter la langue française avec l'écriture élamite linéaire. D'accord? L'alphabet latin, qui sert à noter le français, l'anglais et les langues indo-européennes, mais sert à noter aussi sert à noter des langues complètement différentes. Comme si vous êtes allé en Turquie, le turc, qui est une langue qui n'a rien à voir avec les langues indo-européennes, est noté également depuis les années 1920 avec l'alphabet latin. Donc un même système d'écriture peut servir à noter plusieurs langues, et une même langue peut être notée par plusieurs systèmes d'écriture. Pour les Persans, pour les Iraniens, le persan en Iran, c'est noté avec l'alphabet arabe. Le persan au Tadjikistan, c'est noté, Tadjikistan c'est personnophone, c'est noté avec l'alphabet cyrillique. C'est la même langue. Bon, ça va? Alors, les questions à chaque fois à se poser.
est-ce que la langue qui est notée par les textes était connue avant? Première question, la plus importante. Deuxième question, est-ce qu'on connaît des noms propres, des noms de dieux, de lieux, de rois, précédemment le déchiffrement? Avant le déchiffrement. Et bien sûr, est-ce qu'on a des textes bilingues? Ça, c'est bien sûr la situation idéale, où on a des textes, c'est des traductions, et un texte qui peut être lu, parce qu'on connaît la langue et l'écriture, et le texte dans l'écriture inconnue, mais donc dans les situations de bilingue, c'est la situation de rêve. Alors, voilà, Champollion. Alors, bien sûr, la gloire nationale. Je vous rappelle qu'on va fêter cette année, vous avez peut-être entendu parler de ça, le bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes égyptiens, hein, c'est 1822, la date officielle qui est retenue. La lettre à Monsieur Dacier relative à l'alphabet. Alors, c'est intéressant, l'alphabet. Bon, on sait que ce n'est pas un alphabet, mais à l'alphabet des hiéroglyphes égyptiens. Bon. Alors, Champollion, qu'est-ce qu'il avait? Il avait... Alors à chaque fois on parle, il avait la pierre de Rosette. Bon, oui, bon, il avait la pierre de Rosette, mais ce n'est pas ça qui a fait le déchiffrement. Qu'est-ce qui a été super important dans le déchiffrement des hiéroglyphes égyptiens? Et ce que généralement les gens ne savent pas, c'est pour ça que je vous le dis ce soir. La langue qui est notée dans les hiéroglyphes égyptiens, la langue égyptienne archaïque, était toujours parlée à l'époque de Champollion, sa forme récente. Et c'est la langue copte. La langue copte parlée par les communautés chrétiennes égyptiennes. Entre le copte et l'égyptien et la langue égyptienne archaïque, c'est comme entre le français et le latin. C'est la même langue quasiment. Comment on dit soleil en copte? Ra. C'est ça qui a permis à Champollion le déchiffrement, la connaissance de la langue. Alors il a fait une hypothèse. Ce n'est pas été le premier à faire l'hypothèse que l'Égyptien, les hiéroglyphes, pouvaient noter une variante archaïque du copte. Ça avait été fait avant lui. Lui, il a repris cette hypothèse, et hypothèse gagnante. Effectivement, la langue égyptienne archaïque, notée par les hiéroglyphes, est donc une variante ancienne du copte. C'est ça qui a permis le déchiffrement. Donc dans le cas de Champollion, alors je ne vais pas dire c'était facile, je ne vais pas dire ça, pas du tout, mais il avait accès à la langue. Bon, et autre chose aussi, il connaissait les noms propres. Alors, les Égyptiens avaient la très bonne idée de noter les noms de leurs pharaons dans des cartouches, voilà, ça c'était très, très bien de leur part. Et ils connaissaient bien sûr les noms de pharaons récents, comme Ptolémée, Cléopâtre. Hein, on les connaissait par les sources classiques gréco-latines. Donc ça aussi, ça a été très important. Bon, alors moi, comment j'ai fait? Alors c'est un peu compliqué là, ce tableau, je reconnais que c'est un petit peu compliqué. En faisant bref, eh bien moi aussi ça a été un déchiffrement par la langue. Ces inscriptions dites en élamite linéaire, donc en écriture iranienne récente, notent des textes dans une langue particulière qu'avant on appelait la langue élamite, mais comme vous savez, moi j'essaie de nettoyer l'histoire iranienne du mot élam, donc c'est pour ça que je parle de langue hatamtite. Bon, mais c'est la même chose avec la langue élamite. La langue élamite, ou la langue hatamtite, c'est contrairement à l'exemple de l'égyptien archaïque et du copte, c'est nous, dans notre cas, c'est un peu plus compliqué, parce que c'est un isolat linguistique. C'est comme un extraterrestre, quoi. On ne peut pas la relier à aucune autre langue, comme le sumérien, comme le basque, comme bon, c'est un extraterrestre. Donc déjà, notre connaissance de la langue est beaucoup plus restreinte que ce qu'on pouvait avoir avec le copte et l'égyptien archaïque. Mais néanmoins, cette langue élamite ou hatamtite, elle était connue parce qu'elle était notée avec l'écriture cunéiforme. Alors, on est à une situation où on a une même langue, la langue élamite, qui était notée avec par exemple, si vous allez à Persépolis, les inscriptions royales achéménides, elles sont trilingues en cunéiforme, vieux perse, akkadien ou babylonien et élamite. Donc c'est ça qui permet une bonne connaissance de la langue élamite, notée par le cunéiforme. Et moi, en fait, j'avais cette connaissance de la langue élamite. C'est ça qui m'a permis de la comprendre quand elle était notée avec un autre système d'écriture. Bon, j'espère que j'ai été clair sur ce sujet-là. C'est par la connaissance de la langue élamite que j'ai pu faire le déchiffrement. Voilà, noté avec le cunéiforme.
Donc là, on n'est pas dans une situation de bilinguisme où on a deux textes rédigés avec deux langues différentes, on est dans une situation de biscripturalisme. On a la même langue notée avec deux systèmes d'écriture différents, cuniforme et élamite linéaire. Comme l'exemple du persan noté avec l'alphabet arabe en Iran et l'alphabet cyrillique au Tadjikistan. Donc je me suis basé du connu, l'élamite noté en cuniforme, vers l'inconnu, l'élamite noté en élamite linéaire. Bon, allez, on avance. Alors je passe rapidement là-dessus, je vous montre un petit peu comment s'est fait le déclic, parce qu'il y a eu un réel déclic néanmoins. Alors, quand j'ai regardé ces vases en argent qui appartenaient à cette collection d'un riche collectionneur iranien à Londres, bon, je les ai c'est une dizaine d'inscriptions, je les ai triturées dans tous les sens, les études, les statistiques, les répétitions, nanana, patati patata, bon. Alors, je les ai mises toutes sur une ligne, de droite à gauche. Je me suis rendu compte que beaucoup d'entre elles commençaient avec un même signe. Hein, vous voyez, hein, c'est à peu près le même signe. Donc, comme on avait comme une sorte de signe introductif. Bon, ça, c'est pas important. Et puis, on avait, peu de signes après, on avait sûrement ce qui correspondait à un titre, que je retrouvais également sur d'autres textes de Suse. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais très probablement, c'est un titre. Et moi, l'hypothèse que j'ai faite, c'est qu'entre le signe introductif et le titre, un titre, genre roi, prince, mère, qu'est-ce qu'on pourrait s'attendre? À quoi on pourrait s'attendre? Entre un signe introductif et un titre. Un nom de roi, un nom propre. Voilà, c'est l'hypothèse que j'ai faite. Et notamment, ici, eh ben, j'ai pu repérer des noms, ce que j'ai analysé comme des noms propres. Et notamment, on a ici cette séquence-là. Alors, c'est écrit de droite à gauche. Hein. Alors, vous voyez, c'est ça le problème avec les lamites linéaires, c'est qu'on a des variantes quasiment entre chaque texte, les signes ont quasiment une forme différente. Hein, il ne faut pas s'imaginer comme les caractères d'imprimerie, c'était pas complètement standardisé. Hein, mais là, vous voyez très bien, c'est les mêmes signes. Alors, je connaissais ce signe-là parce que ça avait été, voilà, avant moi, on connaissait à peu près 5-6 signes par les textes de Suse, et notamment celui-là, Chi. Bon. Alors, je savais que les vases sur lesquels ces textes-là avaient été écrits, je savais qu'ils dataient entre 2050 et 1800 avant Jésus-Christ. J'étais à la recherche du nom d'un roi en 4 syllabes. J'étais à la recherche du nom d'un roi dont la première syllabe était Chi. J'étais à la recherche du nom d'un roi dont les 3e et 4e syllabes sont similaires. Vous voyez, j'ai quand même... Je recherche un gars qui a vécu vers 2000 avant Jésus-Christ, qui a un nom en 4 syllabes, dont la première c'est Chi, et dont les 3e et 4e, c'est la même. Vous voyez, ça restreint quand même. Il n'y a qu'un seul roi qui correspond à tout ça, c'est Shilrara. Alors là, je vous avoue, là, ça a été le déclic. Voilà, ça, c'était en 2017, chez moi à Téhéran. Donc là, j'étais bien sûr très content parce que de 2006 à 2017, j'ai rien trouvé en fait. Pendant 11 ans, je suis un peu fou quand même, mais pendant 11 ans, j'ai travaillé dans le vide. Voilà, 2017. Voilà, et là, et tout ce qui, depuis 2017, en fait, je ne fais que dérouler tout ça. Hein. Shilrara, il est connu, il a régné vers 1950 avant Jésus-Christ, un petit peu après Itatou Ier, et il est très fréquemment associé, il est connu par les sources cuniformes, ce roi. Et notamment, regardez, il est associé à un autre personnage ici, voilà, je vous le montre ici, voilà, en 4 signes également. On connaissait ce signe-là avant, c'est un R, et dans les sources cuniformes, il est très souvent associé à un roi qui s'appelle Éparti. Voilà. Donc qui est très probablement son père. Très probablement son père. Donc voilà, le déchiffrement a commencé par ces deux noms propres, Shilrara et Éparti 2, le deuxième du nom. Parce que là, mine de rien, juste avec ces deux noms propres, ça m'a donné le signe L, le signe Ha, le signe E, le signe Pa et le signe Ti. 5 nouveaux signes, avec 2 noms propres. Je rappelle que le R et le Chi étaient déjà connus. Donc c'est ça la clé du déchiffrement. Ça va? Des questions? Non? Bon.
je vais parler de ça juste après. Alors, un petit topo pour que vous puissiez, il y a une notion que j'aimerais que vous compreniez, la différence entre les écritures logogrammatiques et les écritures phonogrammatiques. Alors, une question, comment, si je vous dis d'écrire 1000, comment vous l'écrivez? Il n'y a pas de piège. 1000 ou MI2LE. Bon, alors, voilà, ça c'est l'exemple très simple pour comprendre la différence entre notation logogrammatique et notation phonogrammatique. Dans un cas, vous notez le son du mot en français. 1000, MI2LE. Et même nous en français, étant donné qu'on complique tout, il y a 2 L et un E. Mais si on écrivait MIL, ça serait suffisant. Bon, notation phonogrammatique, phonétique. Et là, une barre et 3 ronds. Donc nous en français, on le lit 1000. Mais en persan, on le lit comment? Ezor. En anglais, on lit 1000. Donc l'idée de 1000 est notée. Mais ce n'est pas le son 1000 qui est noté. Quelle que soit votre langue, vous allez comprendre l'idée, mais vous allez, dans votre langue à vous, vous allez le prononcer de manière différente. Ça va? Donc tout ça pour vous dire qu'à l'heure actuelle, effectivement, nos alphabets, c'est des systèmes d'écriture phonogrammatiques, mais notamment pour la notation, les notations de nombres, on utilise encore une notation logogrammatique. Partielle, très partielle, mais on peut l'utiliser encore une fois. Bon, ça va? Alors voilà, voilà. Et d'autant plus qu'on a des phénomènes, pour le cuneiforme où on sait qu'on a un logogramme qui peut être utilisé de manière phonétique. Par exemple, si je veux écrire le nom de la ville de Milan, si je l'écris comme ça, on a donc le logogramme qui note l'idée de 1000, mais là qui va être utilisé pour sa valeur phonétique. C'est encore un peu plus compliqué que ce que je suis en train de vous dire, parce qu'on a des logogrammes qui peuvent être utilisés de manière phonétique. Bon, ça c'est pas important, ça c'est un détail. Mais retenez l'histoire, c'est ça, c'est la principale différence, logogrammatique, phonogrammatique. Ça c'est très important. Toutes les histoires d'idéogrammes, pictogrammes, tout ça, laissez tomber, ça sert à rien. Logogramme, phonogramme. Bon. Alors, pourquoi le déchiffrement de l'élamine linéaire est très important? Bon, déjà, pour l'histoire de l'Iran, c'est super, c'est génial. Mais moi, je pense que c'est en train de bouleverser ce que l'on savait de l'évolution de l'écriture dans le monde. Parce que jusqu'alors, on remonte il y a 4500 ans. Quels sont les systèmes d'écriture qui existent vers 2500 avant Jésus-Christ? Il y en a 4. Les hiéroglyphes en Égypte, le cunéiforme en Mésopotamie, l'élamite linéaire en Iran et l'écriture de l'Indus dans l'Indus. Bon, l'écriture de l'Indus, on n'en parle pas, c'est pas déchiffré. Bon, il reste quoi? Hiéroglyphes, cunéiforme et élamite linéaire. Jusqu'avant le déchiffrement, on n'avait que le cunéiforme et les hiéroglyphes. Ce sont des systèmes d'écriture mixtes qui utilisent des signes logogrammatiques et des signes phonogrammatiques. D'accord? Donc, on pensait jusqu'alors qu'il y a l'évolution de l'écriture partait des systèmes d'écriture mixtes, logo-phonogrammatiques, et qu'il y avait une progressive phonétisation. Alors, désolé pour ce mot-là, mais il y avait une progressive phonétisation de l'écriture jusqu'à avoir des systèmes d'écriture purement phonétiques au 2e millénaire avant Jésus-Christ. Voilà, ça c'était le schéma général de compréhension des systèmes d'écriture. Des systèmes mixtes, comme les hiéroglyphes et le cunéiforme, avec des signes logogrammatiques et phonogrammatiques. Et au 2e millénaire avant Jésus-Christ, vers 1500-1400, l'apparition des systèmes d'écriture purement phonogrammatiques, comme les alphabets. Alors, les alphabets, c'est que l'un des... parce qu'on a parfois des systèmes dits syllabiques, où des signes notent des syllabes. Mais il n'y a pas beaucoup de différence entre le système alphabétique et syllabique. Ça note les sons, toujours. Bon. Donc ça, c'était la théorie générale de l'évolution de l'écriture. Alors, allez, prenons un exemple d'une inscription en élamite linéaire, très beau vase en argent, trouvé à Mardage, 21e siècle avant Jésus-Christ. Voilà le texte. Donc là, alors c'est écrit de droite à gauche, mais là je vous l'ai écrit de gauche à droite pour que ça soit plus simple. Voilà, donc je vous ai dit que je ne peux pas trop parler du déchiffrement, mais je lâche des infos quand même. Donc voilà comment il faut lire le texte. Et si vous regardez les signes, là je vous laisse réfléchir un petit peu, c'est quoi comme système d'écriture?
Alors? Pardon? Très bien, très bien. Alors déjà, très bonne réponse. C'est un système d'écriture phonogrammatique. Et même, on peut être plus précis que ça. On a des signes qui notent des syllabes. On a des signes qui notent des voyelles. Et on a des signes qui notent quoi? Oui, 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 oui. Alors, l'inscription est normalement notée de droite à gauche, mais là, pour vous, j'ai inversé pour que ça soit plus facile. Je l'ai mise de gauche à droite. Mais normalement, sur le vase, c'est de droite à gauche. Mais là, c'est de gauche à droite. Il y a des signes. Alors, les signes diacritiques, là, c'est moi qui ai rajouté ça. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Laissez tomber les deux, les petits deux que j'ai rajoutés. Mais vous avez des signes syllabiques, des signes vocaliques et des signes consonantiques. C'est un alpha-syllabaire. Et c'est un système d'écriture donc purement phonogrammatique. Et alors là, ça casse la baraque. Parce qu'à ce moment-là, en Mésopotamie et en Égypte, on a des systèmes d'écriture dits mixtes. Et là, c'est pas. Moi, j'étais persuadé jusqu'en 2019 que j'allais trouver des logogrammes. C'est pas possible que ça soit purement phonologique. J'ai été convaincu contre mon gré, en fait. Je devais trouver des logogrammes. C'était troisième millénaire, ça peut qu'être qu'avec des logogrammes. Eh ben non, il n'y en a pas. Donc c'est de ce point de vue-là que l'élamite linéaire casse la baraque, je trouve, d'un point de vue de l'évolution de l'écriture, parce que c'est encore une fois, c'est pas le plus ancien système d'écriture au monde, c'est contemporain avec les autres, les trois cuniformes en Mésopotamie, hiéroglyphes en Égypte et l'écriture de l'Indus dans l'Indus, mais c'est le plus ancien système d'écriture phonétique ou phonogrammatique au monde. Et ça, bah, moi je trouve ça génial, quoi. C'est super. Bon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, hein, parce que bon, c'est bien beau de parler de système d'écriture. Alors, ce texte-là est écrit donc dans la langue dite élamite ou hatamtite, qui est donc un isolat linguistique, donc qui pose encore pas mal de problèmes. Zana marab shair, shuwarasu, laniyina oshare, première phrase, le verbe à la fin. En élamite, les verbes sont à la fin. Deuxième phrase, alors cette inscription est très intéressante parce qu'on a une inscription en 44 signes et avec deux phrases de 22 signes. Donc il y a eu de la réflexion avant de la noter, cette inscription. Deuxième phrase, Sian ishmanirina umshat kerenutenatia, le verbe à la fin, avec la marque du première personne passée, le H, comme ça, qui est ce signe-là. Alors, bah, ça vous fait une belle jambe. Alors, bien sûr, vous voulez la traduction. Alors là, voilà, la syntaxe de l'élamite, on a des problèmes. Est-ce que là, il faut comprendre moi, la dame de Marabshai, c'est un nom de lieu, ou pour la dame de Marabshai? Bon, ça, j'en sais rien. Bon, moi, ou pour la dame de Marabshai. Le nom de cette personne-là, Shubarasu. Alors, le mot laniyina, ça veut dire argent. En élamite, et ça tombe bien, le vase est en argent, hein, voilà. Laniyina o, c'est la première personne singulier, moi, je. Share, c'est le verbe, faire un objet en argent, marteler, faire un objet en argent. Alors là, en fait, on a noté, alors moi, la dame de Marabshai, Shubarashu, en argent, donc un vase en argent, j'ai fait, ou pour la dame de Marabshai, Shubarashu, un vase en argent, j'ai fait, point. On passe à l'autre phrase. Le mot Sian, c'est le mot en élamite pour le temple. Alors là, je vous avoue, je ne comprends pas trop. Là. Je ne sais pas trop, là, ça me laisse perplexe. Umshat, c'est sûrement le nom d'une personne. Kere, ça veut dire dévotion. Nous, c'est la deuxième personne du singulier. Toi, tu. Tena, c'est un adverbe par bienveillance. Et l'autre verbe, le deuxième verbe, tia, c'est-à-dire donner, déposer. Donc, dans le temple de... Alors là, bon, je préfère, je passe sous silence ça parce que je... Voilà, on a encore... Parce que maintenant, le problème, le déchiffrement est fait. Maintenant, j'ai des problèmes de traduction. Je peux lire, mais il y a des choses... Parce que je vous l'ai dit, la langue élamite et encore pose des problèmes. Voilà. Donc, il y a des fois des traductions où je suis un peu... je ne sais pas si c'est un nom de lieu, est-ce que c'est un qualificatif du mot temple, le grand temple, le beau temple, ou le temple de la région de Ishmanir. Là, je ne sais pas. Je sais par exemple qu'en élamite, Ish, c'est-à-dire le nom propre, le nom de quelqu'un.
Mais toujours est-il que ça, je l'ai pas. On a un dictionnaire de la langue élamite, ce mot-là n'est pas dans le dictionnaire. Donc en fait, j'ai trouvé des nouveaux mots en langue élamite. Donc bon, voilà. Alors dans le temple de Ishmanir, pour Umshat, alors je sais pas, c'est un dieu, une déesse, une personne, par dévotion, pour toi, par bienveillance, je l'ai déposé. Vous voyez, un texte tout bête, une dédicace. J'ai fait ce vase et je te l'ai donné à toi. Voilà. Alors, donc comme je vous le disais, l'élamite linéaire est la fin du 3e millénaire avant Jésus-Christ, le plus ancien système d'écriture purement phonogrammatique au monde, ce qui est génial, avec des signes vocaliques, consonantiques ou syllabiques. Alors, je ne peux pas encore vous montrer tout le système parce qu'il faudra attendre juin, mais je réponds à la question de monsieur tout à l'heure sur comment ça fonctionne. Il s'agit d'un alpha-syllabaire, comme je vous le disais, où on a 5 signes pour les voyelles, 12 signes pour les consonnes, et on a ce qui correspond au croisement de la consonne et de la voyelle. Par exemple, on a les 5 consonnes, c'est A, E, I, O, U. Les voyelles, pardon, A, E, I, O. Les consonnes, c'est que, L, M, N, N, P. Et on a aussi les signes syllabiques correspondants. Pa, P, Pi, Po, Pou, Ka, Ke, Ki, Ko, Ku, La, Les, Li, Le. Bon, je ne vais pas tous vous les faire. Ce qui fait qu'on a un système d'écriture redoutable qui ne fonctionne qu'avec 77 signes. 5 voyelles, 12 consonnes, 60 signes syllabiques. À cette époque-là, en Égypte et en Mésopotamie, les systèmes d'écriture qui sont donc mixtes fonctionnent avec 300, 400, 500, 600 signes. Parce qu'ils ont des signes pour noter roi, la terre, le dieu, des signes logogrammatiques. Quasiment pour chaque réalité, ils vont avoir un signe d'écriture particulier. Et là, en fait, en Iran, ils ne notent que le son de la langue. Et en plus, ils le notent de manière redoutablement précise. Et donc, on a un système d'écriture super efficace qui note les sons de la langue de manière très précise et avec une très grande économie de signes. Ça ne fonctionne qu'avec 77 signes. Alors, ça, je ne l'ai pas écrit, mais moi, ce que je suspecte fortement les scribes mésopotamiens et égyptiens d'avoir rendu volontairement complexe leur système d'écriture. S'ils avaient voulu noter de manière purement phonogrammatique, ils auraient pu le faire. Mais ils ne l'ont pas fait. Parce que, eh bien, il y a cette caste de scribes en Mésopotamie, en Égypte. Vous ne savez pas écrire, nous on sait écrire, vous inquiétez pas, on s'occupe des textes. Bon, vous nous donnez de l'argent bien sûr pour qu'on écrive les textes, mais on s'occupe de tout ça. C'est compliqué, vous n'allez pas comprendre. Donc voilà, on a sûrement une caste scribale qui cherche à maintenir la complexité et parfois même à la rendre plus complexe. Alors qu'en Iran, on a un système d'écriture qui fonctionne avec 77 signes. Alors je n'ai pas parlé de démocratisation de l'écriture, mais de tout ce que je vous ai dit, c'est ce qu'il y a derrière. Moi, je pense que c'était un système d'écriture qui était très simple et redoutablement précis d'un point de vue de la notation du son de la langue. Et donc, ça remet en cause, bien sûr, toutes ces théories sur le développement des systèmes d'écriture. On nous dit au début, on a des systèmes purement logogrammatiques, puis mixtes, puis phonogrammatiques. Eh ben non, bam, en Iran, dès le départ, c'est phonogrammatique. Donc voilà, déjà, ça. Bon, allez, on termine. Donc, alors malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, cette écriture typiquement iranienne disparaît vers 1880 avant Jésus-Christ. Donc, elle n'est plus utilisée depuis presque 4000 ans. Et pourquoi? Alors je pense qu'il y a 2 raisons. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Le cuneiforme mésopotamien qui apparaît vers moins 3300, la dernière tablette, elle est rédigée vers plus 100. Le hiéroglyphe égyptien apparaît vers 3300, le dernier signe hiéroglyphique est noté vers 395 après Jésus-Christ. Donc on a des systèmes d'écriture qui ont plus de 3000 ans d'existence. En Iran, donc ça commence vers moins 3300, mais ça disparaît vers moins 1900. Donc on a une tradition qui n'a que 1400 ans de tradition. Donc la tradition est beaucoup plus courte en Iran. Pourquoi? Alors je pense que c'est dû pour 2 raisons. Je vous ai dit, il y a 2 traditions de l'élamite linéaire, une à l'ouest, une à l'est. À l'ouest, très probablement, pourquoi? Eh bien, il y a le cuneiforme mésopotamien qui est diffusé et qui va remplacer l'écriture locale d'origine. Bon, donc influence mésopotamienne à l'ouest. Et à l'est, vers 1900-1800 avant Jésus-Christ, toute la brillante civilisation urbaine disparaît. Vers 1900, je vous ai dit, le 2e millénaire, c'est un millénaire de rupture
hein, quand je vous parlais des 2 cycles d'urbanisation, parce que par exemple à Jiroft, on a plein de sites du 6e, 5e, 4e, 3e millénaire, et au 2e millénaire, il n'y a plus rien. Et ça, on trouve ça dans la civilisation de l'Oxus, civilisation de l'Indus et tout l'Est de l'Iran. Il se passe quelque chose vers 1900, 1800, j'écris, toute la civilisation urbaine disparaît. Donc je pense que c'est ces 2 phénomènes complètement distincts, mais contemporains, qui expliquent la disparition de l'écriture iranienne. Influence mésopotamienne à l'ouest, effondrement urbain à l'est. Et c'est ce qui explique pourquoi cette écriture a été abandonnée vers 1900 avant Jésus-Christ. Bon, allez, je termine. Alors, voilà, on était avec les systèmes d'écriture iraniens. Et puis après, on aura, je termine avec les autres systèmes d'écriture qui seront utilisés après en Iran. Le cunéiforme pour noter le vieux perse. On aura l'alphabet araméen pour noter diverses langues, des langues iraniennes notamment. Bon, là, je passe rapidement. On a l'alphabet grec. Hein. L'alphabet grec est attesté également en Iran. Tout ça pour vous, je vous montre tout ça parce que nous, en France, on est habitué quand même à une situation très simple. Je vous pose la question, quels ont été les systèmes d'écriture utilisés sur le territoire qui correspond à l'heure actuelle à la France? L'alphabet latin, bon, d'accord. Et, ça on le sait un peu moins, il y a l'alphabet grec hein, quand même. Hein. On a une colonisation grecque avec Marseille notamment, hein, qui fait qu'on a des inscriptions en gallo-grec. Hein, c'est-à-dire en langue gauloise, mais en alphabet grec. Bon. On n'a que 2 systèmes d'écriture utilisés en France. Territoire qui correspond à l'heure actuelle à la France. En Iran, proto-élamite, élamite linéaire, cunéiforme, alphabet araméen, alphabet grec. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'alphabet araméen pour noter le moyen perse sur les inscriptions sassanides. On a, voilà, vous avez peut-être entendu parler de l'Avesta. On a un alphabet avestique qui est créé. Donc un autre système d'écriture est sûrement créé à l'époque sassanide. Et puis bien sûr, on a au 7e siècle après Jésus-Christ l'arrivée de l'islam en Iran. Et bien sûr, quel va être le système d'écriture qui va être utilisé? L'alphabet arabe. Voilà, l'alphabet arabe. Alors souvent, les Iraniens ont une fâcheuse tendance à dire qu'ils utilisent un alphabet persan. Alors ne croyez pas les Iraniens, c'est un alphabet arabe modifié, il y a 4 lettres supplémentaires, mais c'est l'alphabet arabe, hein. Voilà, ni plus ni moins. Bon, l'alphabet arabe, et même c'est plus intéressant que ça, avec le développement des SMS, des textos, tout ça à partir des années 2000, il y a même maintenant l'alphabet latin qui commence à être utilisé pour noter la langue persane. Donc c'est ça qui est super intéressant, c'est si vous avez fait attention, en Iran, là, on est quasiment à 7-8 systèmes d'écriture différents. Hein. Nous, on n'en a que 2 en France, à 8, ce qui vous montre la complexité. Sur tous ces systèmes d'écriture, 7 viennent de l'Ouest, cunéiforme, alphabet araméen, alphabet grec, alphabet arabe, alphabet avestique, alphabet latin. Ils viennent tous de l'Ouest. Il n'y a qu'un seul système qui est local, qui a été créé localement, c'est l'élamite linéaire, qui a, de mon point de vue, qui seul peut recevoir le titre d'Iranien. Parce que sinon, c'est que des importations. Bon, et l'Iran à l'heure actuelle est dans la communauté des pays utilisant l'alphabet arabe. Voilà, ici. Et puis, c'est ce que je vous disais. Et on a bien sûr la diffusion de l'alphabet latin. Alors en Turquie, ça s'est fait dans les années 1920, ça s'est fait par le haut. Ça s'est fait par des réformes d'Atatürk. Et en Iran, écoutez, on verra quelle va être... Alors je sais que les Iraniens sont attachés à leur alphabet calligraphie persane, mais bon, dans 100 ans, 200 ans, 300 ans, peut-être qu'on notera tout ça en Finglish. Hein, ils appellent ça le Finglish, hein, la notation de la langue persane avec l'alphabet latin. Et surtout, en Iran, ce phénomène-là, c'est un phénomène qui vient du bas. Hein, notamment avec l'utilisation d'Internet, des SMS, ce genre de trucs. Voilà. Bon. Alors, tenez, donc ça c'est, je termine, et juste pour vous dire un petit peu en 2022, donc comment je vais procéder pour la publication. Donc il va y avoir l'article scientifique sur le déchiffrement qui va sortir en juin. Alors je vais faire la vulgarisation après ça parce que c'est un article très technique, hein, je vous déconseille de lire. Il y aura un livre également qui va suivre à Bologne. Et puis, il y aura la vulgarisation autour du déchiffrement, du bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes par Champollion. Il y a un documentaire Arte
en cours on attend les financements avec impatience. Et puis à Nancy notamment, on est en train d'encoder et de créer la fonte de l'élamite linéaire. Donc vous pourrez envoyer dans 2-3 ans des textos en élamite linéaire si vous le souhaitez. Ouais. Bon, alors je reviens aussi sur ce que disait Kamran. Je suis, alors président, c'est un titre bien pompeux, mais je suis responsable de cette association qui s'occupe de financer ce que l'on peut avec ce que l'on a, parce que bon, je vois, les conditions économiques ne sont pas brillantes. Donc voilà, donc je sers à drainer de l'argent pour financer des gens en Iran. Alors, quand je parlais de 15 000 euros, c'était il y a plusieurs années. Maintenant, les financements que je donne, c'est 500 euros par-ci, 1 000 euros par-là, et qui peuvent vraiment débloquer des situations parfois. Bon, voilà pour ça. Donc, merci pour votre attention. Si vous avez des questions, je suis là. Et puis, j'espère que vous avez apprécié la conférence. Merci à vous. Si vous avez des questions. Tout était clair? Merci. Vous avez indiqué que vers 1850 à peu près, cette écriture a disparu sous l'influence de l'écriture cunéiforme, alors que vous avez expliqué quelques minutes auparavant à quel point c'était une écriture plus compliquée, avec beaucoup plus de caractères. Comment se fait-il à ce moment-là que cette écriture cunéiforme ait pu prédominer sur une écriture plus accessible? Bonne question. Bonne question. Alors, parce que je pense à cause il faut savoir que la civilisation mésopotamienne et notamment le monde cunéiforme était beaucoup plus étendu. C'était la Syrie, ça allait en Turquie et aussi à ce moment-là. Et là, il ne faut pas forcément réfléchir en termes d'efficacité. C'est pas parce que cette écriture était, moi je trouve alors je dis ça, plus efficace. Si j'étais devant un parterre d'assyriologues qui travaillent sur le cunéiforme, j'emploierais sûrement un autre terme. Mais bon, étant donné que je crois qu'il n'y en a pas dans la salle, je me permets de dire que c'est un système d'écriture plus efficace. Mais encore une fois, la continuité d'un système d'écriture ne se fait pas selon l'efficacité. Il y a aussi le prestige culturel derrière et le fait que l'écriture cunéiforme et la civilisation mésopotamienne avaient une très grande influence sur les régions tout autour au Proche-Orient à cette époque-là. Bon, c'est comme ça que je laisse. Alors on a quand même une période très intéressante, c'est de 2000 à 1850 avant Jésus-Christ, où on a nos scribes élamites, Hatamtit, qui utilisent pendant 150 ans les deux systèmes d'écriture. Et c'est ça qui a permis le déchiffrement. C'est ces textes rédigés à ce moment-là, où on a quasiment les mêmes textes rédigés en cunéiforme et en élamite linéaire. Et alors pourquoi ils utilisaient le cunéiforme et pourquoi ils utilisaient l'élamite linéaire? Alors là, je ne peux pas rentrer dans la tête des scribes. Ouais, moi je me demandais, les 5 signes qui étaient déjà identifiés au départ, comment ça s'est passé? Alors, voilà, j'ai passé, il y a des diapositives sur lesquelles je suis passé un petit peu rapidement. Comment ça s'est passé? On a notamment parmi les textes qui viennent de Suse, on a des textes qui sont bilingues, donc cunéiforme, langue akkadienne, et élamite linéaire, langue élamite. Et c'est des textes qui ont été écrits par un roi qui a régné à Suse au XXIe siècle avant Jésus-Christ, qui s'appelle Puzur Sushinak. Et notamment, dans les textes de Puzur Sushinak, on a pu repérer les 4 signes notant Sushinak. Voilà, c'est quasiment la seule chose qu'ils ont pu repérer au tout début du XXe siècle dans ces inscriptions en élamite linéaire, remontant à ce roi-là, à Puzur Sushinak, au XXIe siècle avant Jésus-Christ. Donc on a pu repérer les 4 signes notant Sushinak. Et moi, c'est pour ça que j'avais Shi. Pardon? C'est le 22e siècle, mais je rappelle, l'élamite linéaire ou écriture proto-iranienne récente, c'est 2300, 1880, avant Jésus-Christ. Donc là, c'est le 22e siècle, donc c'est dans la période. Oui. Bonjour et merci pour cette belle présentation, chers collègues. Je me présente, je suis Nader Nassiri, professeur et directeur du département d'études persan et auteur de
d'un ouvrage qui s'appelle en fait Les missions archéologiques françaises en Perse. Alors, j'ai plusieurs questions. Vous savez mieux que moi, quand les Assyriens attaquaient les Élamites, quand ils arrivaient à cette contrée, et quand ils voyaient que les Élamites montaient dans les montagnes au lieu de rester à se battre, ils disaient « ce sont les Élamites » dans leur langue. Et Élam veut dire terre élevée. Ça veut dire ceux qui préfèrent de monter dans les terres élevées au lieu de se battre. J'apprécie votre effort de dire que ça, vous avez tout à fait raison, c'est le regard de l'étranger vers cette civilisation et ce peuple. Donc, c'est plus logique et plus juste d'utiliser le mot Hatamti. Quelle est la signification du mot Hatamti? Très bonne question. Ça, c'est ma première question. J'en ai plusieurs. Alors, je vais d'abord répondre à cette question-là. Alors, la signification du mot Hatamti. Alors, jusqu'avant le déchiffrement de l'Élamite linéaire, on avait la plus ancienne attestation, c'était au XVIIIe siècle. Maintenant, je sais que la plus ancienne attestation, c'est au XXIIIe siècle. Donc, j'ai pu faire remonter. Je ne sais pas. D'accord. Je préfère répondre tout Ouais, simplement. ok, je ne vais pas vous torturer avec cette question. Une deuxième. Je l'ai appris et je le dis toujours. J'aimerais bien ce soir me corriger si je me trompe. L'Iranien ou les Iraniens ont eu toujours leur langue à travers l'histoire. C'est en fait le noyau de l'identité culturelle des Iraniens, mais ils n'ont jamais eu leur propre écriture. Ils ont emprunté l'écriture des autres peuples et nations, des civilisations, mais ils ont su de modifier l'écriture à leur langue, y compris par exemple quand ils ont pris cunéiforme de 130 symboles, ils ont su le faire en 32 symboles. Simplifié pour écrire vieux-perse. Quand ils ont pris l'alphabet arabe de 28 lettres, ils ont modifié, ajouté 4 lettres, de le faire 32 pour pouvoir écrire leur langue avec cette écriture. Est-ce que ce soir, avec votre exposé, je peux dire que proto-iranienne ou proto-élamite, qui jusqu'à maintenant, comme je l'enseigne et je le dis, ça venait de sumérien. Est-ce que ça venait pas de sumérien? Voici l'exemple qui contredit finalement et que cette première écriture, proto-élamite jusqu'à maintenant ce soir et proto-iranien ancien, c'est ça? Voilà, c'est une invention pure des Élamites. Alors, une invention pure, je ne dirais pas des Élamites. Des gens... Ça vient pas de sumérien? Non, c'est une invention locale faite par les gens habitant sur le plateau iranien. Ok. Troisième question. Vous avez dit le mot Iran n'apparaît pas dans des textes que j'ai vus. Donc, ce soir, chers Iraniens ici, vous voyez que c'est Hatamti qui était employé. Étant donné que les Élamites et la civilisation Élam, c'est une civilisation en fait locale et dynastie locale, est-ce que Hatamti c'était pour cette contrée de Élam et pas pour tout le plateau iranien? Je voudrais, si oui, donc vous corrigez ça. Alors, le problème, c'est que je pense que le terme de Hatamti, parce il faut sûrement si on remonte au 3e millénaire, on a des noms d'États, des noms de villes, Marashi, Awan, Tukri, Zahara, Suz, Anshan. Je pense que le terme de Hatamti dépasse tout ça, et je pense que ce n'est pas forcément un nom d'État, mais une acceptation culturelle, quasiment ethnique. Alors là, je marche sur des œufs, j'en sais pas grand-chose à vrai dire, mais j'ai l'impression que le terme de Hatamti est un terme qui dépasse juste un nom de ville ou un nom d'État. C'est un terme, et c'est pas parce que tous ces gens-là se reconnaissaient comme Hatamtites qu'ils appartenaient à un seul et même État. Ils pouvaient se taper dessus eux aussi entre eux. Donc c'est plutôt une acceptation culturelle. D'accord. D'un autre côté, c'est tout à fait normal que le mot Iran n'apparaît pas pour le moment, parce que c'est au 2e millénaire, avec des vagues successives des Ariens. En fait, je ne parlais pas du mot Iran, je parlais du mot Élam. Je disais que je n'avais pas trouvé le terme d'Élam dans ces textes-là. Voilà, parce que c'était un terme mésopotamien et que je trouvais que le terme de Hatamti. Et bien sûr, comme vous le savez, les populations de langue indo-européenne et les populations iraniennes n'arrivent dans ce qui est appelé à l'heure actuelle l'Iran. Généralement, on parle du 2e millénaire, parce que le 2e millénaire, on n'a quasiment aucune information, donc il a beau dos, on dit ils arrivent à ce moment-là. Bon, en fait, ils sont vraiment attestés dans les textes néo-assyriens que vers 8e siècle avant Jésus-Christ.
A priori, ils arrivent au 2e millénaire. D'accord. Une des particularités du vieux perse, c'est que nous avions 2 consons au début du mot, ce qui n'est pas le cas actuellement. On est incapable de prononcer 2 consons. Exemple, la ville de Strasbourg, les Iraniens prononcent Strasbourg parce qu'il faut voyelle soit avant, soit après, alors que dans le vieux perse, on pouvait prononcer. Est-ce que dans Hatamti, dans cette écriture proto-élamite et dans cette langue, vous remarquez qu'il y a la présence de 2 consons au début de chaque mot? Alors, donc, parce que, attention, là, juste pour que ça soit clair, on parle de 2 choses bien différentes. D'abord, on est au 3e millénaire, on a cette, pour les Iraniens présents dans la salle, du point de vue des Atamtites, vous êtes des envahisseurs. Vous, ça veut dire les Assyriens Non, ou les non, les c'est-à-dire les populations de langue indo-européenne. de langue indo-européenne? Moi, Oui. je suis en train de parler de ce qui était là avant l'arrivée des Bravo. Iraniens. Oui. Donc, la langue atamtite ou la langue élamite est un isolat linguistique, comme je le disais, qui n'a aucun lien avec le vieux perse, avec l'akkadien, le sumérien, ça n'a rien à voir. Bon, en l'état actuel de données, c'est un isolat linguistique. Donc, il n'y a aucun point commun entre l'élamites et la langue persane, et le vieux perse. Alors, ces 2 peuples ont cohabité à un moment donné où les Iraniens arrivent, allez, on va dire vers 1000 avant Jésus-Christ. Ils ont donc cohabité pendant, on pense que les derniers locuteurs de la langue élamite ou atamtite, c'était vers plus 1000 après Jésus-Christ. On a des voyageurs qui écrivent en langue arabe, comme Al-Moradassi, au Xe siècle, 9e, 10e siècle après Jésus-Christ, et ils disent que dans le sud-ouest de l'Iran, il y a des gens qui parlent la langue du diable, qui n'est ni le perse, ni l'arabe, ni l'hébreu, ni le syriaque, qui parle une langue tellement compliquée qu'elle est dite être du diable. On pense que c'est les derniers locuteurs de cette langue dite élamite ou atamtite, les montagnards retardés, hein, du point de vue des persanophones de cette époque-là. Et on pense que les derniers locuteurs de cette langue-là ont vécu jusque vers 1000 après Jésus-Christ. Mais donc, ils ont été complètement phagocytés, intégrés par l'arrivée des Iraniens, en fait. Et à l'époque achéménide, donc moins 500, moins 300, où les 2 langues sont utilisées, on a une très grande influence du vieux perse sur la langue élamite, qui va dans le vocabulaire et dans la syntaxe, alors que l'élamite n'a aucune influence sur le vieux perse. Donc là, on pense que parce que c'est la langue parlée par la classe dominante, le groupe dominant, qui va déteindre sur les personnes qui ont été battues, défaites, et qui vont progressivement disparaître comme ça. D'accord. Une dernière question par laquelle je vais attiser également votre curiosité. Étant donné que vous-même vous êtes archéologue et l'archéologie française commence à s'use, aussi bien par Dieu Lafoi, ensuite par Jacques de Morgan, est-ce que vous savez qu'est-ce que veut dire le mot Suse? Ce mot, est-ce que c'était existé avant? On voit que c'était un chef-lieu, donc autant des Élamites. Est-ce que sur la signification de mot Suse ou Chouche, vous savez des choses? Alors non, c'est toujours le problème des significations. Tout ce que je peux vous dire, c'est que maintenant, le plus ancien, parce que je l'ai trouvé le mot Souchen. Hein, on a par exemple Puzur Sushinak, je parlais de Puzur Sushinak tout à l'heure, il est Atpak Souchenir. C'est le Atpak de Souchen. Atpak, c'est sûrement gouverneur, maire. Donc je peux vous dire au moins, c'est ça qui est vraiment intéressant avec le nom de la ville de Suse. Le nom actuel c'est Chouche et le nom de la ville il y a 4000 ans c'est Souchen. Hein, donc on a une permanence incroyable de la toponymie de ce point de vue-là, ce qui fait que je ne peux toujours pas vous dire quel était le sens de ce toponyme. Donc je vais partager avec vous, c'est une information. Je donne un cours sur l'histoire de l'archéologie et j'ai parmi mes étudiants des hébraïsants. Et j'ai eu la chance une fois d'avoir un hébraïsant très, très informé, intelligent sur la langue hébraïque. Et c'est lui qui m'a appris, et ce soir je partage avec vous cette découverte. Chouch, en langue hébraïque, c'est la flore Soussan en persan, lys en français. D'où la raison pour laquelle on voit les signes. Alors, c'est pourquoi je posais la question. Parce que linguistiquement, c'est correct, parce que j'ai vérifié. Mais historiquement, historiquement, c'est ça qui m'intéresse. Parce que les Juifs ont été libérés par Cyrus au 6e siècle 528, exactement avant Jésus-Christ. Et si le mot Chouch ou Shushan existait
avant cette date, c'est ça qui est étonnant de voir ça. C'est pourquoi j'ai posé la question. C'est pour ça que je pense que cette reconstruction n'est pas valable, parce que le nom de la ville, Souchen, est là dès le 3e millénaire. Voilà. Donc Toujours pas ça, c'est une d'information. reconsidération, reformulation d'un point de vue... non, c'est parce que le nom est attesté dès le 3e millénaire, en fait. Donc bien avant l'arrivée d'éventuelles populations juives en Iran. Voilà. OK. En tout cas, merci et désolé pour toutes les questions. Désolé, j'ai monopolisé la parole. Merci pour vos compléments. Bonjour, j'aimerais vous poser une question à propos du texte en atamtite linéaire que vous avez montré. En élamite linéaire, Élamite, en langue atamtite et en écriture élamite linéaire. D'accord. Ah, désolé. Il y a Zana, vous avez dit que c'est, si j'ai bien compris, ça traduit moi ou pour moi, donc... Zana, c'est dire dame. Ah, La d'accord. dame. Alors très souvent, dès que je dis ça, les Iraniens me tombent dessus. Ah, mais nous en persan, zan, ça veut dire femme. Oui, mais le mot femme à l'époque vieux père, c'était pas zan. Et donc non, là, je calme tout de suite les Iraniens qui m'attendent à chaque fois que je parle du mot zana. Donc le mot zana, ça veut pas dire femme, ça veut dire la dame, la princesse, la reine. Donc ça veut dire reine. Le mot pour dire je, moi, c'est o, la voyelle o. D'accord. Et donc, du coup, ça invalide mes autres questions, parce que j'avais cru que c'était ça, mais bon, Désolé, du coup, pas du tout. Mais du coup, j'ai une autre question par rapport aux langues qu'a pu retranscrire cette écriture. Donc, vous avez dit il y a l'atamtite, mais est-ce qu'il y a aussi d'autres langues, par exemple le hourite? Alors ça, c'est une bonne question. Non, alors donc je parle on n'a que 43 textes pour l'instant. Mais ce qui est intéressant, dans certains textes écrits en élamite linéaire à Suse, on a des termes acadiens, des mots acadiens. Donc la langue acadienne, c'est une langue sémitique, proche de l'hébreu et de l'arabe. Et par exemple, on a le mot sur une statue de déesse qui est au Louvre, il y a écrit Peltikalim en élamite linéaire, qui est la transcription du mot acadien Belet Ekalim, qui veut dire la dame du palais, qui est très probablement un titre et qui correspond à la déesse Inanna. Donc Peltikalim, c'est un mot acadien de ce point de vue-là. Mais généralement, c'est juste pour des trucs très particuliers, mais parce que ça... L'une des autres raisons qui explique, je reviens sur monsieur à votre question, pourquoi cette écriture n'a pas eu le même succès que le cuneiforme, c'est que manifestement, elle n'a servi qu'à noter qu'une langue. Alors que le cuneiforme a pu noter sumérien, acadien, élamite, hourite, hittite, éblaïte, et j'en oublie d'autres. Donc, je pense que pour expliquer l'une des raisons du succès du cuneiforme, c'est que ils ont pu l'adapter à d'autres langues. Et manifestement, cet élamite linéaire qui était peut-être trop précis, qui collait trop à une langue donnée, n'a pas pu être utilisé parce qu'elle était trop précise, trop efficace, peut-être pour d'autres langues. Ce qui peut expliquer qu'elle n'a peut-être pas eu le même succès que le cuneiforme. Bon, alors là, c'est des idées comme ça que je lance, j'en sais rien, mais bon, ça peut être une raison. Donc oui, on a quelques mots en acadien, mais c'est vraiment épisodique. Aussi, j'ai vu que vous identifiez Marashi au Kerman, si j'ai bien compris. Et alors, je voulais savoir si c'était certain, si les informations, grâce à les linéaires, donnaient plus de choses dans ce sens. Parce que j'avais aussi vu une étude écrite par deux auteurs. Il y en a un, c'est Tremblay, l'autre, je ne sais plus. Et qui pense que c'est Francfort et Tremblay, et qui pense que c'est l'Asie centrale, l'association de l'Oxus. Oui. Oui, je ne suis pas d'accord avec ça. Et puis, je parlerai de Jirov de la semaine prochaine. Et moi, en fait, là, j'ai juste repris une hypothèse qui a été, je ne vais pas parler trop de détails, par Steinkeller en 1982 et qu'on accepte tous maintenant de manière, moi je suis d'accord avec ça, ce n'est pas mon idée à moi. Je pense que la région de Kerman, l'est de l'Iran, au 3e millénaire, ça correspond au toponyme sumérien de Marashi, toponyme acadien de Parashum, et je crois que le vrai nom, parce que c'est toujours le même problème, on connaît ce toponyme dans les sources mésopotamiennes, mais je pense que j'ai pu le retrouver. Regardez. Marab Shahi. Je pense que le Marab Shahi, ici,
c'est le Marashi sumérien, mais là, c'est le vrai nom du lieu dans leur langue à eux. Donc en langue élamite ou en langue atamtite, Marashi, c'est pas Marashi, c'est Marabshai. Donc bon, là, c'est encore une fois des hypothèses, mais maintenant, le déchiffrement de l'élamite linéaire ouvre des perspectives historiques incroyables, quoi. Et pour moi, ça, c'est la région qui correspond à l'est du Fars, Kerman, Baloutchistan. Je ne pourrais pas tracer. Parce que là, on parle d'État. Hein, on parle d'État, et souvent, les États, les frontières, elles fluctuent, elles changent. Si, voilà, peut-être au 24e siècle, ils étaient super grands. Au 23e siècle, ils se sont fait battre par les Mésopotamiens. Ils ont perdu des nombreux territoires à l'ouest. Donc, bien sûr, c'est des réalités fluctuantes, hein, les États. Hein. Merci. Je profite franchement de votre présence et je remercie Strassiran pour cette belle idée, franchement. Comme vous savez, c'est Girschman, je pense, qui a fait des fouilles à Chorazambil et on dit que les Élamites avaient marqué des formulations de mauvais sorts, mauvais augure pour ceux qui osent attaquer et entrer. Comme vous avez dit en tant qu'archéologue, vous avez de connu vers l'inconnu. Est-ce que dans des textes élamites, vous avez remarqué ce genre de texte? Comment ils disaient maudit soit la personne? Des malédictions, des formules de malédiction. Voilà, des malédictions. Oui, oui. C'est ça qui m'intéresse. Alors oui, on a des, alors notamment, on a des très belles. Bah, vous savez, les inscriptions royales, elles sont, parce que la plupart des inscriptions, là, les 43 textes, doit y avoir une trentaine d'inscriptions royales. C'est très stéréotypé. Moi, le grand roi le plus beau, le plus fort, le fils de mon père. La partie vraiment intéressante, c'est j'ai fait ça. Voilà, c'est vraiment là. Et puis la dernière partie, c'est une formule de malédiction. Et notamment dans pas mal des. Bon, je ne vais pas remonter, mais oui, on a des formules de malédiction. Puisse l'ennemi être empalé, puisse l'ennemi être brûlé, puisse sa descendance disparaître de la surface de la terre. Oui, on a des très belles formules de malédiction, effectivement. Oui, mais c'est intéressant de voir leur mentalité, parce que par exemple, le feu pouvait être un élément sacré à ce moment-là ou non, que l'ennemi peut être par exemple brûlé ou oui. pas. C'est ça qui est. Alors là, on n'a pas suffisamment d'informations là-dessus, mais là, je ne pourrais pas répondre en détail parce qu'on a quand même une information assez partielle, limitée. Mais oui, on a des très belles formules de malédiction à la fin. Pour celui qui dégrade l'inscription, notamment pour Zurshushinak, il nous dit très fréquemment, si quelqu'un touche à l'inscription ou si quelqu'un rajoute son propre texte sur l'inscription, et là, puis les dieux Insushinak, Shimot et Narute, l'éradiquer de la surface de la Terre. Quoi, ce genre. Là, mais j'ai envie de dire, c'est plus, c'est pas propre qu'à l'Iran à cette époque-là. En Mésopotamie ou en Égypte, c'est quasiment systématique, on rajoute une formule de malédiction à la fin. Quoi. Okay. Est-ce que je peux poser une dernière question? Comme vous êtes archéologue et vous vous lancez dans un domaine, c'est vraiment, il faut avoir la patience et il faut, comme vous dites, vous avez passé 11 ans à penser que c'était autre type d'écriture et finalement, déclic, 2017, ça a commencé. Alors, en tant qu'archéologue, comment vous qualifiez les efforts, par exemple, de la part de Père Vincent Scheil qui a déchiffré le code d'Hammurabi? Quelle est la qualité de ce déchiffrement? Est-ce qu'il faut mettre en doute maintenant? Ben non. Alors là, on parle du Père Vincent Scheil, qui a été un des grands membres de cette première mission scientifique française fin 19e, début 20e siècle. Alors, je ne suis pas en train de retirer à César ce qui est à César. Le Père Vincent Scheil n'a pas participé au déchiffrement du cuneiforme. Il est arrivé 50 ans après le déchiffrement du cuneiforme, qui avait été fait dans les années 1840-1850. Bon, alors lui, par contre, il a appliqué le déchiffrement et notamment, ce qui est incroyable chez le Père Vincent Scheil, c'est la rapidité de publication des textes qui étaient trouvés à la pelle à ce moment-là à Suse, et des textes fondamentaux de l'archéologie proche-orientale, comme le Code de Hammurabi. Alors, je ne suis pas spécialiste de la langue, parce que c'est en acadien là, hein, c'est en langue acadien cuneiforme, je ne suis pas suffisamment calé là-dessus pour répondre, mais d'après ce que j'ai pu entendre parler, il a fait très fort en très peu de temps quand même. Hein. Bon, alors bien sûr, on a progressé depuis quand même, c'était il y a plus de 100 ans. Mais non, c'est une gloire de l'assyriologie française, le Père Vincent Scheil. Bonsoir, merci beaucoup pour tout ce que vous nous avez appris. Et je repose ma question que j'ai posée quand vous étiez en train de parler. Dès le début, vous saviez que vous allez lire à droite à gauche
Alors, sur le vase en argent, là, en fait, les lamites linéaires, on a des textes écrits de gauche à droite et certains écrits de droite à gauche. Alors, moi, c'est juste d'après parce que j'ai pu repérer le mot zana et j'ai pu repérer qu'à la fin, il y avait un verbe. Donc, pour moi, c'était très clair, très évident dès le début que c'était de droite à gauche. Voilà. Mais on a, apparemment, ça leur pose pas de trop. Alors, généralement, c'est quand même préférentiellement, alors je ne sais plus sur les 43 textes, il doit y en avoir une trentaine écrits de droite à gauche et on a une dizaine écrits de gauche à droite. Apparemment, ça leur posait pas trop de problèmes, l'essence d'écriture. Et une autre question, en fait, juste parce qu'à un moment, vous avez parlé d'effondrement à l'époque vers Cachan. Et bien sûr, j'ai pensé à Sialk. Est-ce que vous avez travaillé sur Sialk? Alors oui, bien sûr, j'ai travaillé sur Sialk. Mes parents, Sialk, si vous êtes de Cachan? Vous êtes de la région de Cachan? Ouais. Eh ben, par exemple, la période 4, c'est 3300, 3000, on a des tablettes protolamites, et la période 5, c'est 1200, 1300. C'est-à-dire entre la période 4 et la période 5, il y a quasiment 1800 ans où il n'y a plus rien. Donc ça correspond à l'effondrement dont je vous parlais, du 3e millénaire. Alors là, ce n'est pas l'effondrement généralisé du 2e millénaire dans tout l'Est iranien, mais dans la région de Téhéran, de Cachan et Razvin, dès le 3e millénaire, il n'y a plus rien. Alors vous avez, à chaque fois, les gens ils me posent des questions, pourquoi? Eh ben, moi, à chaque fois, je réponds, j'en sais rien, mais souvent, ça peut être un mélange de changement climatique, d'épidémies, de guerres. Ça fait partie des grandes questions auxquelles on ne peut toujours pas répondre à l'heure actuelle. Voilà, mais donc il y a bien cette région qui est abandonnée dès 3000 avant Jésus-Christ, en fait, hein, cette région précise. Bonsoir. Il m'arrive parfois de lire les poèmes du bas vers le haut. Est-ce que ça peut se lire du bas vers le haut? Non, ça ne se lit pas du bas vers le haut. En l'état actuel des données, en me basant sur les textes que j'ai, donc c'est écrit de manière horizontale, hein, de droite à gauche ou parfois de gauche à droite. Oui, mais toujours de droite à gauche, mais en partant du bas. Non, c'est du haut vers le bas. Du haut vers le bas, pardon. Toujours du haut vers le bas. Toujours. D'accord, merci. Pas d'autres questions? Oui, je voulais vous demander, est-ce que dans cette région, où autrefois il a existé, est-ce que dans la région où il existait, où on parlait cette langue, est-ce que actuellement, alors dans un pays comme l'Iran, j'imagine qu'il y a plusieurs accents, mais est-ce que là, il y aurait un accent vraiment différent et qui... Alors, a priori, cette langue dite élamite, atamtite, était parlée dans... Alors, la grande question, c'est l'extension. Alors là, on ne parle plus de système d'écriture, on parle de phénomène linguistique. C'est jusqu'où était parlée cette langue. Bon, jusqu'à présent, on savait que c'était parlé à Suse, c'était parlé dans le sud-ouest de l'Iran. Là, en fait, je suis en train de dire que la sphère linguistique de cette langue-là, au 3e millénaire, va beaucoup plus à l'est que ce qu'on pensait, en fait. Parce que c'est attesté jusqu'à Kerman. Et ça pourrait, c'est pour ça que les gens qui travaillent sur la civilisation de l'Indus me regardent avec des yeux comme ça, François, aide-nous. Parce que peut-être cette langue-là pouvait aller jusque dans la civilisation de l'Indus. Donc, en fait, cette langue-là, il faut s'imaginer que c'était sûrement une importante langue qui était parlée dans un territoire assez important. C'est pour ça que je ne peux pas répondre à votre question. Non, il n'y a pas un accent particulier qui correspondrait à des restes de la langue élamite dans une région donnée de l'Iran. Non. Parce qu'encore une fois, manifestement, lorsque les Indo-Européens arrivent, lorsque les Perses arrivent, alors ils n'ont pas massacré, c'est pas ça, mais c'est juste qu'ils sont imposés comme le groupe dominant, et puis progressivement les Élamites ont été relégués, et notamment, comme je disais, vers 800, 900 après Jésus-Christ, on parle d'une langue parlée par des populations montagnardes retardées qui n'ont rien compris à la vie, et qui parlent la langue du diable, parce qu'elle était apparemment super compliquée à comprendre. C'est sûrement les derniers locuteurs d'un Élamite abattardi. Et encore une question, quand vous parlez de civilisation de l'Indus, est-ce que vous pensez à Mohenjo-Daro, par exemple? Oui. Ah oui, bien sûr, les grandes civilisations de l'Indus, c'est Mohenjo-Daro, Harappa. Oui. Et on peut établir des rapprochements, je ne sais pas, est-ce que... Alors, entre l'écriture de l'Indus et l'Élamite linéaire, non. Non, alors là, j'ai tous les gens qui travaillent sur l'écriture de l'Indus m'attendent comme à François et nous, mais en fait, c'est pas... Le truc, c'est que l'écriture de l'Indus fonctionne avec 500-600 signes.
Rien que le nombre de signes vous donne une idée sur le système d'écriture. Si vous avez un système d'écriture qui fonctionne avec 77 signes, ou ça sent un truc phonétique. Si vous avez un système d'écriture qui fonctionne avec 500-600 signes, a priori, ça pourrait être quoi? Mixte, avec beaucoup de logogrammes notamment. Donc non, je pense que je ne vais pas les aider. Alors oui, ils m'ont dit, ah mais il y a des systèmes d'écriture qui sont similaires, voire communs. Oui, mais un losange reste un losange. Hein, voilà, bon. Après, les comparaisons, moi j'aime bien les comparaisons, mais bon, faut... Oui, un losange, ah ben, non, les formes géométriques, il n'y en a pas 36 000, et donc oui, on peut trouver des parallèles, mais rien que le fait qu'il y a un système où il y a 500-600 signes, disqualifie complètement dès le départ tout. On va le faire, je vais le faire, mais bon, honnêtement, je le ferai dans 2-3 ans, parce que ça ne me mérite pas trop de... J'ai autre chose à faire avant, quoi. Parce que ça... Merci. Ouais. Merci beaucoup. C'est passionnant, mais malheureusement, Oui, nous sommes pris par le temps. Mais en tout cas, nous aurons le plaisir et l'honneur d'avoir M. Dessay à nouveau jeudi prochain, le 24. Même salle, même heure, même lieu. N'hésitez pas à revenir. Et François nous parlera cette fois-ci de la civilisation de J-Loft. Merci.